Bien, rebonjour à ceux qui viennent juste d'arriver. Euh, voilà, nous avons comme chaque année invité pour notre conférence plénière des personnalités de premier plan, des grands noms de la transition écologique et énergétique qui est en cours, parfois même des personnalités emblématiques. Et j'ai le plaisir ce matin d'accueillir trois grands noms, trois actrices et acteurs de cette transition et transformation que nous appelons de nos voeux. Pour traiter du sujet de la table ronde que nous avons intitulée « Accélérer la transition pour une société plus résiliente ». Et je vais commencer par vous présenter, vous, Dominique Méda. Bonjour. 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 Vous êtes sociologue et philosophe. Vous dirigez l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales de l'Université Paris-Dauphine et vous venez d'accepter la présidence de l'Institut Veblen, qui est le think tank spécialisé dans la transition écologique et sociale. Et vous venez enfin de publier un livre en octobre 2020 aux éditions du Seuil qui s'intitule « Le manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer ». Après vous devrait s'afficher Mathilde Imer. Mathilde Imer qui devrait être là dans une seconde. Ou Michel Colombier, le premier qui veut bien se... Bonjour Michel. Bonjour. Michel Colombier est cofondateur et directeur scientifique de l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Vous êtes aussi membre du Haut Conseil pour le climat, dont on parlera dans quelques instants. Et vous avez fait partie du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc nous attendons Mathilde Imer qui va se joindre à nous d'un moment à l'autre et qui est, elle, coprésidente de Démocratie ouverte, une association dont le travail consiste, et je la cite, à mettre à jour des attentes des citoyens notre démocratie. Elle a été... bonjour Mathilde. Ça y est, vous venez d'arriver. Pardon. Il faut éteindre. Je termine la présentation. Mathilde, vous êtes à l'initiative de la Convention citoyenne pour le climat et vous avez été aussi membre du comité de gouvernance de la Convention au nom de Démocratie ouverte et du réseau Gilets citoyens. J'espère que la connexion sera un petit peu meilleure. Voilà, vous nous voyez bien? Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous et désolé pour les petits problèmes de connexion, mais me revoilà. Donc voilà, j'en ai profité pour vous présenter pendant votre absence. Donc voilà, je disais que je vous citais sur le fait que Démocratie ouverte avait pour objectif de mettre à jour les attentes des citoyens, notre démocratie. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que vous entendez par là pour être un peu plus précis. Et avant de soumettre nos trois invités à la question, je voulais vous dire à vous, spectateurs, que nous avons prévu un temps d'échange après celui que je vais avoir avec nos trois intervenants. Et vous avez à votre disposition une boîte de chat qui vous permet de poser des questions à nos modérateurs qui sont actifs derrière votre écran également. Et dans à peu près 1h25, nous devrions pouvoir prendre vos questions et les dire à travers la voix d'une des modératrices. Mais entrons dans le vif du sujet en commençant par ce qui nous occupe tous depuis pratiquement un an maintenant, la crise du Covid, qui a déclenché aussi le titre qu'on a choisi pour cette conférence, à savoir la résilience. Il est commun d'entendre dire que la crise sanitaire n'est qu'un avant-goût de ce qui peut nous arriver avec la crise ou les crises climatiques, provoquée évidemment par le réchauffement climatique. Donc d'une part, j'aurais voulu savoir si vous êtes d'accord à ce point de vue, que nous enseigne la crise sanitaire en cours, et puis deuxièmement, en quoi cette transition écologique à laquelle vous travaillez, nous travaillons tous, peut permettre à nos sociétés d'être plus résilientes. C'est une question collégiale et je vais commencer par Dominique Méda. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être avec vous et très reconnaissante à la région de m'inviter avec mes collègues. Je suis très honorée. Alors, pour répondre à votre question, oui, je suis entièrement d'accord avec
avec cette expression, hein, la crise sanitaire, elle nous donne un avant-goût de ce que pourrait être, de ce qu'a déjà commencé à être la crise climatique. Hein. Pourquoi? Parce que cette crise, elle nous a pris complètement de court. Et elle a révélé en fait nos vulnérabilités. Hein. C'est un terme un peu à la mode aujourd'hui, nos faiblesses, parce que quand même on a été complètement dépassés. Elle a mis en évidence, je dirais, notre impréparation. Et alors certes, on a quand même réussi à se débrouiller, on a eu des applications numériques, donc c'était jamais servi avant. On fait ça aujourd'hui, cet événement, c'est absolument, on l'aurait sans doute jamais fait avant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette crise sanitaire, finalement, vous avez dit avant-goût, je pense que c'est vraiment le bon terme, parce que si on réfléchit bien, la crise sanitaire, elle n'a pas du tout remis en cause nos capacités de production au sens de nos réseaux de production, nos infrastructures de communication, nos réseaux d'énergie, alors qu'on peut vraiment penser qu'avec la crise climatique, quand elle aura atteint ses plus fortes manifestations, bah, on sait ce que ça va faire, hein, des sécheresses gigantesques, des typhons, et donc on risque d'avoir toutes nos infrastructures, y compris les réseaux de télécommunications qui nous permettent de parler aujourd'hui, ils risquent d'être complètement détruits. Et donc on voit bien que la vie risque de devenir complètement impossible dans un certain nombre de pays ou dans un certain nombre de parties de la Terre, hein, puisqu'on sait qu'il y aura des parties de la Terre qui deviendront inhabitables, surtout si on en croit les derniers travaux français, hein, qui nous parlent d'un réchauffement à 6 ou 7 degrés. Alors, du coup, je réponds à votre deuxième question, c'est un avant-goût et il faut en tirer les leçons. Pour moi, la leçon principale, c'est qu'on doit, et votre titre est parfaitement bien choisi, hein, on doit renforcer nos défenses. On doit anticiper les épisodes catastrophiques qu'on risque de connaître. Et là encore, la crise sanitaire, elle nous donne vraiment un enseignement majeur, parce que ce qu'on voit, moi j'ai pas mal étudié ça à travers la question des inégalités sociales et de la manière très sélective dont la crise a frappé certaines populations. Hein. Si on regarde bien, parce qu'on nous parle toujours de l'âge, on nous dit c'est les plus âgés qui ont été frappés par la crise sanitaire, mais si on regarde bien, c'est aussi quand même les personnes qui avaient, on appelle ça des comorbidités, diabète, hypertension, obésité, et ça, ce sont des constructions sociales. C'est des gens qui n'ont pas eu une bonne alimentation, qui ont renoncé aux soins. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas investi suffisamment dans la prévention, ou dans la qualité de l'emploi. Hein. Maintenant, on a vraiment beaucoup de données. Il y a 2 grandes enquêtes, Coconel et Epicov, qui nous donnent des renseignements extrêmement importants sur cette crise sanitaire et qui nous montrent que c'est vraiment les populations les plus pauvres, mais aussi celles qui travaillent dans certains métiers, qui habitent dans certains logements exigus, etc., qui ont été le plus frappés par cette crise. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut absolument investir dans la prévention, investir dans la qualité de l'emploi, investir dans la santé et investir évidemment dans nos patrimoines essentiels. D'accord, on reviendra sur ces notions tout à l'heure, mais effectivement, pour nous rendre un peu, nous adapter, non seulement nous adapter, mais nous rendre un peu plus forts face aux éventuelles crises qui risquent d'arriver. Michel Colombier, j'aurais voulu vous poser la même question. Est-ce que vous souscrivez un peu à ce que j'ai dit auparavant, à savoir que nous avons juste un avant-goût de la crise avec cette crise, et est-ce que la transition écologique est, selon vous, un moyen d'atténuer les effets de ce qui pourrait nous arriver? Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec votre introduction et avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la nature de la crise sanitaire, c'est pas forcément la même nature que les crises qu'on pourrait avoir devant nous pour d'autres raisons, changement climatique, etc. Mais elle met en évidence un certain nombre de choses et à ce qui a été dit, je rajouterais 2 choses. D'abord, la première, c'est qu'on a tendance, face aux crises écologiques, on a beaucoup tendance à penser que les problèmes seront ailleurs quand même. Il y a une sorte d'arrogance de nos sociétés à penser qu'il y aura des problèmes en Afrique, il y aura des problèmes dans des pays pauvres, etc. Ce que cette crise nous rappelle, c'est qu'en fait, nos sociétés à nous sont aussi des sociétés fragiles dans leur organisation. Et que donc les conséquences des crises environnementales, elles seront aussi directement de plein fouet importantes chez nous. C'est pas nouveau, hein, on l'a vu déjà avec Katrina aux États-Unis, on l'a vu avec des événements de ce type-là en France. Mais c'est bon de s'en rappeler. Nos sociétés sont extrêmement fragiles et c'est pas du tout une spécificité des pays les plus pauvres. Le deuxième, c'est qu'à l'intérieur de nos sociétés, en effet, tout le monde n'est pas égal.
Et par rapport à ça, il me semble que ce qui est important, c'est pas juste que la crise sanitaire touche certains, les pauvres en particulier, ça a été dit plus que d'autres, mais c'est aussi que les réponses qu'on peut apporter à cette crise ont aussi des impacts différents selon les populations. C'est-à-dire qu'il y a des populations pour lesquelles la mise en œuvre de ces réponses est plus facile que pour d'autres. Et ça, c'est aussi une leçon par rapport à la question de la préparation des réponses aux crises environnementales. Ça renvoie, on aura le débat tout à l'heure, à la question de la Convention citoyenne, c'est pour ça qu'elle est importante, c'est que les politiques de réponse sont également des politiques qui ont des impacts redistributifs importants, et donc quand on les prend dans l'urgence, quand on n'est pas préparé, comme le disait Dominique Méda, on peut faire beaucoup d'erreurs, et ces erreurs nuisent à la fois à l'efficacité, à l'acceptabilité, enfin, et l'un et l'autre sont complètement liés, des réponses qu'on peut faire. Donc la préparation, en effet, est importante. Par rapport à ça, est-ce que préparer des réponses aux questions écologiques permet d'améliorer la résilience? Pour moi, il y a trois facteurs. Il y en a un premier qui est substantiel, c'est-à-dire que préparer une réponse, enfin, anticiper aux crises écologiques, c'est bien sûr préparer à la fois ce qu'on appelle l'atténuation, dans le cas par exemple de l'effet de serre, ou la préservation dans le cadre de la biodiversité, donc c'est en gros moins agresser les milieux. Et pour ce faire, on voit qu'on n'est plus dans des transformations marginales, on est dans des transformations assez radicales de tous nos grands systèmes technologiques, en gros le système énergétique dans son ensemble, avec les transports, avec le logement, avec la production, et le système alimentaire. Et cette transformation est l'occasion de rebattre les cartes. De rebattre les cartes et de se poser la question de l'homme à la nature, de se poser la question de la résilience de nos systèmes, de les penser différemment, évidemment. Donc il y a vraiment un progrès substantiel qui est possible, mais on peut aussi faire des erreurs et faire exactement l'inverse. Donc c'est pas gagné d'avance. La deuxième chose, c'est parce que comme ces transformations sont assez radicales, on n'a aucune chance de s'en sortir, on n'a aucune chance d'arriver à les faire si ça n'est pas un projet collectif. Madame la Présidente l'a dit dans son introduction, c'est un projet comme ça, un projet aussi radical ne peut être que porté comme un projet collectif, un projet social. Et c'est ça qui le rend aussi d'une certaine façon résilient par rapport à ce deuxième aspect que j'évoquais sur la crise actuelle, qui est les politiques elles-mêmes sont source de disruption et sont source de difficultés. Et si on veut que ces politiques apportent de la résilience sociale et non pas apportent de la perturbation sociale, il faut évidemment être capable de négocier ces politiques avec l'ensemble de la société. Et la troisième chose, et je crois que ça c'est un enseignement de la crise des Gilets jaunes, mais je pense que Mathilde parlera beaucoup mieux que moi de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que le questionnement évidemment sur le bien fondé, la faisabilité de ces politiques de transition écologique, le questionnement qui a été renvoyé notamment par la crise des Gilets jaunes, mais pas seulement, c'est que on ne peut pas réussir ça dans une société dans laquelle les gens n'ont pas confiance dans leurs élites. On ne peut pas réussir ça dans une société dans laquelle les gens posent des questions fondamentales d'équité, de justice fiscale, finalement de qu'est-ce qui porte aujourd'hui une société à vouloir être à avoir un projet, ou au contraire à se sentir en défiance d'autres endroits de la société, que ce soit les élites comme on les nomme, ou d'autres, y compris d'ailleurs le monde scientifique, qui maintenant n'échappe pas à cette question. Et donc ça renvoie à une question plus large, à mon avis, évidemment, qui est celle de nos sociétés aujourd'hui, qui n'est pas juste la question écologique, mais la question écologique ne trouvera pas de solution si on n'est pas capable d'apporter des solutions aujourd'hui à cette fracture sociale et cette fracture de conscience. Oui, alors on aura l'occasion un peu plus tard dans la matinée de revenir sur ce que vous venez de dire également, hein, sur notamment l'aspect de l'équité dans la société. Désolé si vous entendez mon portable qui cling. Mathilde, je voulais aussi vous poser les mêmes questions inaugurales. Êtes-vous d'accord avec cette idée qui veut que c'est une répétition générale avant les crises à venir, et le fait que les transitions nous permettraient de mieux résister à ce qui est devant nous? Oui, je suis complètement d'accord avec cette affirmation et avec ce que viennent de dire Dominique et Michel à l'instant. Je pense que pour compléter peut-être la réponse qu'ils ont fait, c'est un avant-goût, mais il y a aussi des causes communes. Et je pense que c'est aussi un apprentissage à tirer. Il y a de plus en plus de travail de chercheurs qui font la démonstration que ce qu'on appelle les zoonoses, dont fait partie le Covid-19, sont liées à la destruction d'habitats d'animaux sauvages, en l'occurrence en Chine, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une épidémie mondiale.
Donc il y a un enjeu à faire cette transition écologique aussi pour des raisons sanitaires, et ça je pense que c'est important de le rappeler, et que les causes peuvent être communes, même si c'est pas forcément l'élément qui est le premier qu'on met en avant quand on fait le lien entre transition écologique et la question sanitaire. Sur la question de comment est-ce que ça crée de la résilience. La résilience, en deux mots, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à encaisser les chocs finalement demain. Parce qu'il va y avoir des chocs qui soient sanitaires, qui soient économiques, qui soient liés à la question environnementale et climatique. Moi, je souscris à fond à ce que vient de dire Michel, c'est-à-dire que la première réponse, c'est juste de limiter le nombre de crises, de chocs, d'impacts qu'on va demain devoir affronter, notamment en limitant le changement climatique. Et ça, c'est essentiel, et c'est la manière d'anticiper, je veux dire, la cause première. De la même manière que beaucoup de scientifiques ont dit et alerté sur le fait que la destruction des habitats amenait des zoonoses et rapprochait des êtres humains et pouvait être une cause de crise sanitaire, d'autant plus avec la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui et le fait que c'est assez facile finalement pour des virus aujourd'hui de se déplacer d'un continent à l'autre. Et ben là, on a une communauté scientifique qui, depuis des années et des années, sonne l'alerte et où il y a un consensus scientifique aujourd'hui général quand on regarde les travaux du GIEC et qui est extrêmement alertant. La deuxième chose, et je vais donner peut-être des exemples pour donner un aspect plus concret à ce que disaient Michel et Dominique, sur la question, par exemple, de comment est-ce que ça crée de la résilience très pratiquement. Si on prend l'exemple de l'alimentation, avoir des circuits courts demain permet d'éviter d'être dépendant de systèmes de production qui dépendent, par exemple, de la Chine ou d'autres pays et qui font qu'en période de crise, finalement, potentiellement, demain, on est en crise alimentaire parce qu'on n'a pas de quoi nourrir tout le monde. Donc, c'est des enjeux sur les questions alimentaires, c'est des enjeux sur des questions sanitaires, évidemment. On l'a bien vu avec les masques et un certain nombre de médicaments où on dépendait d'autres pays. Donc, ça ne veut pas dire forcément un repli sur soi. Ça veut dire penser stratégiquement quels sont les éléments sur lesquels on doit être en capacité de pouvoir fournir à la population, en cas de crise, l'ensemble des ressources nécessaires. Et la troisième chose, et c'est ce que disait Dominique, et qui je trouve très très juste, c'est que ce soit la crise sanitaire ou que ce soit la crise climatique, elle touche avant tout les personnes les plus précaires. Et il y a un enjeu à mettre en place les politiques publiques pour ces publics-là. Et je donne un exemple qui pour moi est symptomatique du retard qu'on a pris. Dès qu'on parle écologie, beaucoup de gens, même s'ils sont de moins en moins nombreux, l'opposent à la question de l'emploi. L'écologie, ça détruit les emplois, c'est soit l'écologie, soit le business. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve dans certaines situations où des emplois sont menacés, par exemple dans le secteur de l'aviation, par exemple dans le secteur des transports, à la fois par la crise sanitaire, à la fois par les transformations qu'impose la transition écologique, mais aussi parce qu'on n'a pas anticipé ces transformations. Si vous écoutez les écologistes depuis 10 ans, 20 ans même pour certains, ils disent qu'il y a à mettre en place une transformation de l'emploi et à accompagner chacun des salariés pour que ceux qui doivent muter d'emploi puissent le faire de manière sereine. Et donc là, j'ai une énorme alerte, c'est comment est-ce qu'on met en place les politiques publiques qui évitent que demain, on se retrouve dans une situation où il y a une casse énorme en termes d'emploi, non pas parce qu'il y a une transformation écologique à faire, mais tout simplement parce que l'État et les acteurs pertinents n'ont pas pris leurs responsabilités sur la transition en termes d'anticipation. Et parce que la grosse différence, et je finirai là, entre la crise sanitaire et la crise climatique, c'est la question du timing, la question du pas de temps. La question sanitaire, on la voit, on la sent aujourd'hui dans nos chairs et on a tous, je pense, un proche qui a été touché par le Covid. Question climatique, là où elle est un peu pernicieuse, c'est que c'est ce qu'on fait aujourd'hui qu'aura un impact dans quelques années. Et cette inertie-là, elle rend très compliqué un pas de temps et des décisions radicales au moment où il le faut avant qu'il soit trop tard. Et donc cet enjeu-là, il nous impose d'anticiper beaucoup plus que ce qu'on a pu faire sur la crise sanitaire. On verra bien tout à l'heure aussi en revenant sur la Convention citoyenne pour le climat et le débat ou la dispute entre Emmanuel Macron et Cyril Dion actuellement, qu'il y a une mésentente, on va dire, sur la rapidité qu'il faut, la radicalité qu'il faut pour mener tout ça. Mais avant d'arriver à ce qu'il faudrait faire et comment accélérer les choses, j'aimerais avec vous, Michel Colombier, que nous faisions une espèce de bilan, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont sur la table,
Il y a eu déjà beaucoup de travaux. Emmanuel Macron le rappelait dans son interview à Brut la semaine dernière. Sous les 2 présidences précédentes, il y a eu des débats qui ont permis d'élaborer un certain nombre de documents, de feuilles de route, de planifier un peu plus ce qui doit être fait d'ici 2050. Et la France est notamment dotée d'une feuille de route vers la neutralité carbone qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. J'aimerais que vous nous parliez en quelques mots de cette SNBC, qui n'est pas un document très connu du grand public à mon sens, et nous dire un peu quelle est l'importance de ce document pour l'action publique. Oui, alors, s'il n'est pas très connu du grand public, c'est peut-être justement une de ses difficultés, quelque part, parce que je vais repartir de ce que disait Mathilde, des politiques publiques sur cette question climatique. C'est à la fois des politiques qui s'inscrivent dans la durée, parce que ces changements, si on les veut vraiment radicaux, c'est des changements qui vont prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais la radicalité, c'est pas quelque chose qui commence doucement au début et on verra après. La radicalité, c'est quelque chose qui se construit dans une vision de où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qui, du coup, en conclusion de ces visions un peu de long terme sur quelles sont les solutions à la question climatique, qu'est-ce qui aujourd'hui est encore acceptable, qu'est-ce qui ne l'est plus et qu'est-ce qu'on doit absolument faire. C'est extrêmement important. Et vous comprenez bien que quand on voit la durée de vie d'infrastructures publiques, de routes, de choix de développement urbain, la durée de vie de gros sites industriels, de sites de production d'énergie, etc., il y a déjà un certain nombre de choses. On comprend bien aujourd'hui que si on veut être neutre en 2050, on ne peut plus les faire dès aujourd'hui. Et puis il y a des choses très rapidement, on voit que si on continue à les mettre sur le marché, on les aura encore sur les bras dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc cette réflexion-là, cette réflexion de long terme, ça consiste pas à renvoyer le problème loin devant nous pour pas le traiter maintenant en théorie, ça consiste à essayer de comprendre qu'est-ce qui est à court terme absolument nécessaire pour réussir une transition comme ça et à créer des visions communes. Et c'est là où c'est important, c'est-à-dire qu'un document comme la SNBC qui essaye de poser une vision à 2050, il met à la fois de la part du gouvernement en débat une vision, et on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec cette vision, et on a besoin d'avoir ce débat-là collectivement avec les citoyens sur est-ce que la vision, c'est-à-dire est-ce que les solutions que le gouvernement propose, alors c'est pas le gouvernement seul, c'est après beaucoup de consultations d'acteurs, etc., mais à un moment donné, il fait un choix. On peut discuter de cette vision, et puis surtout, ça donne évidemment une forme de vision commune pour l'anticipation sur qu'est-ce que chacun doit faire là-dedans, on pourra y revenir, et ça a été abordé déjà par Madame Delga sur la question des planifications. Donc ce document, pour moi, il a à la fois 2 rôles, c'est-à-dire un, c'est de se dire est-ce qu'on a une vision finalement de à quoi ça ressemblerait dans 20 ans, dans 30 ans, mais en même temps de nous dire du coup quelles sont les conséquences à court terme, si on est sérieux, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour y arriver. Et il a 2 rôles en termes de gouvernance. Un premier rôle, c'est que normalement, ça devrait être la feuille de route, la référence pour toute l'action publique gouvernementale. Et sa deuxième fonction, c'est de dialoguer avec le pays, avec l'ensemble des acteurs pour dire voilà où on veut aller collectivement, et là-dedans, chacun peut repérer un peu sa place, ce qu'il faut faire, etc. Et du coup, ne pas dire dans 10 ans, ah, je n'avais pas prévu, je ne savais pas qu'on allait changer les règles sur l'aviation, la voiture, etc. Donc ces 2 rôles sont extrêmement importants. Alors, le bilan qu'on tire, notamment au Conseil, mais enfin à l'IDRI, on avait fait des évaluations aussi qui rejoignaient d'autres évaluations. C'est à la fois qu'avec cette feuille de route, la France a fait un travail intéressant, je crois, parce qu'on était parmi les premiers pays à prendre ce problème sérieusement, à se dire neutralité, voilà ce que ça veut dire, à avoir un débat assez large avec pas mal d'acteurs pour arriver à mettre en place ce document. Et par contre, on a une grosse difficulté de mise en œuvre. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui est mis en place réellement dans les politiques publiques aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur, évidemment, quand on fait un suivi simplement sur l'évolution des émissions. Mais surtout, on n'est pas à la hauteur quand on regarde plus précisément les indicateurs qui ne sont pas tant les émissions, parce que ça, c'est un temps de réponse, c'est un peu long. Mais quand on regarde des indicateurs plus précis, où sont aujourd'hui les stratégies d'investissement, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les différents secteurs, dans les transports, l'industrie, l'agriculture, est-ce qu'on voit ces transformations à l'œuvre, est-ce qu'on les voit se mettre en place?
Et la réponse est... Est-ce que je peux vous interrompre? Excusez-moi. Ma question était aussi dans le sens, est-ce que cette stratégie s'impose à l'État? Est-ce qu'elle comporte des mesures? Est-ce que c'est vraiment, on va dire, une feuille de route qui devrait enchaîner une politique, entraîner une politique? Justement, c'est à ça que je voulais venir. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte premièrement que cette feuille de route, pour l'instant, n'est pas une feuille de route pour l'État. C'est-à-dire qu'elle est d'une certaine façon une feuille de route pour le ministère de la Transition, pour une partie du ministère de la Transition, mais contrairement à ce qui est affiché, c'est pas une feuille de route collective de l'ensemble de l'État, c'est une feuille de route avec laquelle une partie de l'État continue à devoir négocier avec une autre partie de l'État sur les termes dont parlait Mathilde, oui mais croissance économique, oui mais emploi, etc. etc. Donc ça, c'est une première limite, c'est-à-dire que ça n'est pas, pour l'instant, la feuille de route de l'ensemble de l'État. La deuxième, c'est que, pour l'instant, c'est une feuille de route qui sert de référence pour les politiques spécifiques et sectorielles. Par exemple, on parle de rénovation du bâtiment, ou on parle de voitures diesel ou de voitures électriques, mais qui n'est pas encore une feuille de route qui s'applique à l'ensemble des politiques d'État, et elles sont extrêmement nombreuses, qui ont en fait un rôle majeur dans la possibilité ou pas d'une transition. Et ça va se nicher dans beaucoup d'endroits. Ça va se nicher dans les politiques fiscales, ça va se nicher dans les politiques de l'emploi, ça va se nicher dans les politiques de l'aménagement. Un grand nombre de politiques d'État, évidemment, de choix agricoles, etc., ont des impacts directs. Et pour l'instant, il n'y a pas de lien qui est fait, il n'y a pas d'évaluation qui est fait. Donc on a un premier problème qui est là, je dirais finalement, c'est que cette feuille de route, non, pour l'instant, c'est pas on ne peut pas dire que ce soit la feuille de route de l'État. C'est pas non plus clairement encore la feuille de route de la majorité des acteurs privés, parce que comme vous le disiez d'ailleurs, elle est assez peu appropriée et assez peu passée après en termes de débat public. Et après, je pense qu'il y a une deuxième difficulté évidemment avec cette feuille de route, et c'est un peu ce que disait Mathilde, c'est on a quand même trop tendance encore à regarder les changements de façon individuelle, c'est-à-dire à se dire qu'est-ce que chacun devrait faire, sa voiture, sa maison, etc., et pas suffisamment à mettre en place la possibilité d'une transition. Et la possibilité d'une transition, c'est la possibilité pour l'ensemble des acteurs d'avoir accès à la transition, et ça, c'est des choix collectifs. C'est l'organisation de l'offre technologique, c'est l'accompagnement, c'est les investissements collectifs qui font que la ville accueille favorablement les gens qui ne veulent pas utiliser une voiture, mais veulent utiliser d'autres modes de développement. Ça, c'est un choix collectif, c'est pas juste un choix individuel de prendre sa voiture ou de pas prendre sa voiture. Ça dépend où est-ce qu'on peut vivre, ça dépend où est-ce qu'on trouve du travail, ça dépend des alternatives qui sont offertes entre les deux. Et donc, il y a une complexité, je dirais, des politiques publiques à mettre en place qui s'articule à plusieurs niveaux, le national, le local. On est au début de cette histoire, et pour l'instant, c'est clair que ça n'est pas suffisant. Voilà. Mais donc, on a ce double problème d'appropriation par l'État, je pense, et dans le fait que l'État négocie cette feuille de route avec les autres acteurs. Alors, on va reparler de l'appropriation, de la façon aussi dont l'appropriation ne soit pas seulement par l'État, mais par l'ensemble de la société. J'aurais aimé vous poser une seconde question pour introduire un peu le sujet de la table ronde. C'est aussi de faire l'état des lieux de l'action politique. C'est un peu le rôle du Haut Conseil pour le climat, où c'est tout à fait son rôle. Le Haut Conseil pour le climat a été créé en mai 2019. Il est présidé par la climatologue franco-canadienne Corinne Lequéré. Et sa mission est justement d'évaluer la politique et de faire des propositions. Donc, où on en est aujourd'hui par rapport à cette feuille de route, en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on se compare à cette référence qui est la feuille de route de la SNBC, le bilan qu'on tire, c'est que on est à mi-chemin. On est à mi-chemin quand on regarde les émissions. Alors, je ne parle pas de l'année 2020, parce que les émissions de l'année 2020, avec la crise du Covid, etc., elles ne sont pas représentatives. Mais quand on regarde l'évolution des émissions depuis 15-20 ans en France, et quand on regarde cette feuille de route, on voit que le rythme de réduction des émissions n'est pas suffisant. On a une réduction, on a des politiques
qui mènent des résultats. On a une interrogation sur une composante quand même importante qui est ce qu'on appelle les émissions importées, c'est-à-dire le fait que quand on achète des biens, des services de l'agriculture qui est basée sur des types d'agriculture qui ont un impact sur la déforestation, etc., on ne peut pas regarder uniquement les émissions françaises, il faut regarder aussi les conséquences de nos modes de vie sur d'autres espaces et d'autres pays. Mais globalement, en gros, à la question est-ce que les politiques publiques aujourd'hui ont un impact, la réponse est oui. À la question est-ce que l'impact est aligné et cohérent avec la feuille de route, la réponse est non. Il faudrait à peu près doubler le rythme. Après, il y a une deuxième façon de regarder, qui est de ne pas regarder simplement les émissions, mais de regarder la nature des transformations. Et là, je dirais, c'est un petit peu plus inquiétant, au sens où les transformations structurelles, celles qui vraiment préparent une transition écologique qui va permettre d'arriver à zéro carbone, ces transformations-là ne sont pas clairement à la hauteur pour l'instant, ne sont pas suffisantes. Vous comprenez bien qu'on peut simplement se contenter de réduire un peu les émissions, par exemple en produisant de l'électricité avec du gaz au lieu de le faire avec du charbon. C'est pas tellement un problème français, c'est un problème européen, ça. Mais ça prépare pas du tout à arriver à des politiques zéro carbone. Et on a la même chose si vous faites simplement réduire un peu les émissions des voitures, etc. Les vrais changements structurels, repenser nos modes de transport, repenser l'habitat, repenser la fonction de production, le rapport à la consommation, etc. Sur ces questions-là, pour l'instant, nous sommes assez loin quand même de la feuille de route telle qu'elle est posée par le gouvernement lui-même. Merci Michel Colombier. Je voudrais maintenant m'adresser à Mathilde Imer pour justement parler de la Convention citoyenne pour le climat. Mathilde qui a à nouveau disparu des écrans, j'espère qu'elle va revenir. Je ne la vois plus tout de suite. Donc, nous reparlerons peut-être de la Convention quand Mathilde sera à nouveau avec nous. Pardon. Donc, Dominique Méda, je vais m'adresser à vous. Changement structurel, a dit Michel Colombier. Vous appelez dans vos écrits à une reconversion écologique de notre société. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est une croissance verte, une croissance doublement verte peut-être? Comment il faut entendre le mot de reconversion écologique? Alors, je lui donne un double sens. J'aime bien utiliser ce terme parce que d'abord, dans reconversion, il y a conversion. Je l'utilise presque au sens religieux pour montrer l'importance, Michel Colombier a parlé de bifurcation, pour montrer l'importance de la bifurcation que l'on doit assumer. Hein. Il a dit, en gros, ça ne peut pas être incrémental, ça ne peut pas être des tout petits changements. Non, on a à assurer une bifurcation radicale, presque un arrachement. Et un arrachement par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à nos habitudes, à nos croyances, à nos pratiques, et aussi, je dirais, je vais un peu plus loin, hein, par rapport à tout ce que la modernité nous a légué. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter la modernité à la poubelle, mais je suis en train de dire qu'il faut retrier dans ce que la modernité nous a légué. À quoi je pense? Je pense par exemple à deux philosophes extrêmement importants du XVIIe siècle, Descartes et Bacon, qui sont considérés comme les grands introducteurs de la modernité, et qui nous disent quoi? Dans un cas, Francis Bacon nous dit il faut extorquer à la nature ses secrets. Descartes nous dit il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Donc on a là la mise en place d'un schéma où on a un humain, le sujet, dans toute sa plénitude, dans toute sa transcendance par rapport à la nature, qui va mettre la nature en coupe réglée en quelque sorte pour satisfaire ses besoins. Et donc je pense que c'est ce paradigme-là qu'il faut changer. Hein. Un écologue comme Aldo Leopold, qui écrit juste après la Seconde Guerre mondiale, dit qu'il faut passer d'un paradigme de la conquête et de l'exploitation, hein, où on a un humain conquérant qui va tout mettre, qui va mettre la nature à sac d'une certaine manière pour satisfaire ses besoins, d'un paradigme de la conquête et de l'exploitation à un paradigme du prendre soin de la nature. Et puis, il faut revenir certainement sur, je dirais, sur ce rapport justement, sur ce qu'on peut appeler une cosmologie, et sur ce rapport homme-nature, avec un homme comme ça qui est en face, et une femme qui est en face de la nature. Quelqu'un comme Philippe Descola, l'anthropologue, a montré que ce schéma-là, qui naît alors
qui naît, on va dire, rapidement au XVIIe siècle, que ce schéma-là, c'est un schéma typiquement occidental et qui n'existe pas dans d'autres populations ou dans d'autres parties du monde. Ce schéma de domination, on pourrait dire. Il y a même un auteur absolument passionnant, je recommande son article, il s'appelle Lynn White, il écrit en 1967, et lui, sa thèse, dans les racines historiques de notre crise écologique, sa thèse, c'est que tout notre problème écologique vient de la Genèse. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à l'humain, domine la nature, assujettit les autres espèces. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'on a cette vision générale, cette cosmologie à remettre complètement je dirais, cul par-dessus tête. Il faut qu'on réencastre l'humain dans la nature, ça c'est extrêmement important, et puis ça entraîne toute une série de changements. Alors, ce que j'appelle un changement des cadres cognitifs. Parmi ces cadres cognitifs, on a par exemple le système de comptabilité nationale ou notre religion de la croissance, cette idée que la croissance, c'est absolument déterminant pour notre réussite, pour nos performances, à nous non seulement habitants des sociétés occidentales, mais globalement pour tout le monde, parce que la comptabilité nationale, c'est aujourd'hui un système standardisé et international. Le PIB, c'est un indicateur universel. Produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, la croissance. Qu'est-ce que c'est que la croissance? La croissance pour laquelle on a une sorte de fétichisme, c'est la croissance du produit intérieur brut. Et ça, tout cet ensemble de dispositifs, d'instrumentation, je dirais, dans lesquels nous vivons, c'est ça que j'appelle des cadres cognitifs dont nous devons nous débarrasser pour faire cette transition énergétique. Je ne pense pas qu'on puisse la faire sans revoir radicalement nos manières de concevoir le monde, nos visions du monde. Donc le PIB, et puis, alors je vais encore plus loin dans ma proposition de bouleversement, je crois qu'il faut qu'on revoie toutes nos disciplines. On a des étudiants aujourd'hui qui proposent cela. Par exemple, vous avez vu le manifeste pour le réveil écologique, et des étudiants qui disent, comment voulez-vous qu'on comprenne ce que vous nous expliquez? D'un côté, dans les cours d'économie, vous nous dites qu'en gros, le progrès, c'est la croissance, il faut toujours plus de croissance. Et puis, d'un autre côté, on nous explique que la croissance, quand même, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que la croissance, elle a amené d'énormes bienfaits, mais elle a aussi amené des maux. Donc, comment on fait pour tenir tout ça ensemble? Donc, voilà, pour moi... Comment on fait pour s'éloigner de la croissance, justement, pour sortir tout le temps de cet objectif vers lequel tout le monde, enfin, tous les gouvernements tendent encore maintenant? Absolument. Renouer avec la croissance C'est quelque chose sur quoi moi je travaille depuis très longtemps. J'avais écrit en 1999, un petit bouquin qui s'appelait « Qu'est-ce que la richesse ?» Et à partir de là, on a en quelque sorte construit un collectif avec d'autres collègues, notamment économistes, Jean Gadret, Florence Janicatrice, et on avait notamment construit un collectif qui s'appelle le Forum pour d'autres indicateurs de richesse au moment où la commission Stiglitz avait été mise en place. Peut-être vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, en 2008, dans sa première conférence de presse, c'était tout à fait étonnant, avait indiqué qu'il mettait en place une commission internationale pour réfléchir aux limites du produit intérieur brut et pour proposer de nouveaux indicateurs. Alors à ce moment-là, nous qui avions travaillé sur ces questions et qui portions aussi l'idée de nouveaux indicateurs, nous nous sommes constitués en collectif pour en quelque sorte marquer cette commission à la culotte et notamment dire qu'il fallait absolument que les citoyens soient impliqués dans le choix de ceux qui comptent. Parce que, si vous voulez, le PIB ou d'autres indicateurs, c'est une grille d'analyse du monde qui nous dit ce à quoi nous tenons, ce qui compte pour les gens. Donc, ce qu'on disait à la commission Stiglitz, c'est vous n'allez pas, vous, à 25, dont plein de prix Nobel, décider comme ça et nous lâcher sur la tête un nouvel indicateur. Non, il faut le construire avec les citoyens, un peu comme la Convention citoyenne pour le climat. Alors, comment on en sort? C'est extrêmement compliqué parce que je parlais de fétichisme, il y a un véritable fétichisme du PIB dans nos sociétés et surtout, on a fait une assimilation entre produit intérieur brut, croissance d'un côté et progrès de l'autre. Notamment parce que pendant longtemps, tous les indicateurs ont été dans le même sens. Un gros PIB par habitant, ça allait de pair avec une bonne santé, une bonne éducation, etc. Et puis peu à peu, on s'est aperçu dans les décennies récentes, et notamment dans les années 70, les années 70 ont été un moment
absolument extraordinaire de remise en cause de ce fétichisme du PIB et de la croissance, on s'est rendu compte qu'il y avait des dégâts de la croissance. Souvenez-vous du rapport 1972 des Meadows, Limits to Growth. Et puis tout ça a vite été refermé dans un placard avec la crise économique, et puis aussi avec l'intervention d'économistes comme Nordhaus. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un véritable combat de remettre en cause le fétichisme de la croissance et de comprendre comment on pourrait en sortir. Alors je vous réponds en deux mots. Comment en sortir? Nous, notre conviction, c'est que pour en sortir, il faut inventer d'autres indicateurs de richesse, braquer le projecteur sur des réalités sur lesquelles le PIB, dont le PIB ne dit rien. Hein. Le PIB, c'est la comptabilité nationale, c'est une comptabilité de flux. Et donc, vous ne regardez jamais les patrimoines que vous utilisez, les patrimoines essentiels que vous utilisez, le patrimoine naturel et tout ce qui relève de la santé sociale, que vous détruisez pour fabriquer votre croissance et votre produit intérieur brut. Donc, nous, ce que nous disons, c'est enserrons le produit intérieur brut, ce taux de la croissance, dans deux autres indicateurs, l'empreinte carbone, qui nous dit des choses sur l'évolution de notre patrimoine naturel, et l'indice de santé sociale, qui vient d'être calculé, actualisé par ma collègue Florence Janicatrice, et en quelque sorte, enserrons le produit intérieur brut dans ces deux indicateurs, social et physique, comme dans des limites sociales et environnementales. Est-ce qu'il s'agit, d'après ce que je comprends, de ne pas supprimer le PIB pour le remplacer par autre chose, mais vous avez dit de l'enserrer, c'est ça? Tout à fait. On ne veut pas du tout jeter le PIB à la poubelle parce qu'il est extrêmement important, intéressant, il nous dit des choses. Il nous dit des choses sur... le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Mais vous voyez, philosophiquement, c'est intéressant de voir à quoi ça correspond. C'est la valeur ajoutée par l'humain dans le monde. Donc, c'est presque une conception très anthropocentrique de la richesse, qui oublie complètement d'autres réalités, qui oublie notamment le monde dans lequel nous nous trouvons, comme s'il comptait pour zéro, quoi. Et donc, en effet, on ne jette pas le PIB à la poubelle. Le PIB nous dit aussi, dans le produit intérieur brut, depuis 1976, on prend en compte l'ensemble de la production qui est faite par les administrations publiques. Donc, c'est tout à fait important. Mais simplement, voilà, on l'enserre dans deux autres indicateurs. Et puis, j'ai pas complètement répondu à votre question tout à l'heure quand vous me parliez de reconversion écologique, ce terme que j'aime beaucoup. Reconversion parce que conversion, mais aussi tout simplement, et de manière plus concrète, je dirais, plus opérationnelle, reconversion industrielle, professionnelle et d'une certaine manière restructuration, parce que Michel Colombier l'a dit tout à l'heure et c'est un point absolument déterminant. La présidente et la vice-présidente aussi ont évoqué cette question de l'emploi. Si on veut transformer radicalement, rebâtir notre économie, eh bien nous allons devoir fermer certains secteurs, certaines entreprises, ou réduire la voilure de certains secteurs et certaines entreprises pendant que d'autres s'ouvriront. La chance qu'on a, c'est que les secteurs qu'on doit déployer sont plus intensifs en main-d'œuvre. Donc ça, c'est une chance. Mais il n'empêche qu'on va avoir de gigantesques mouvements de main-d'œuvre et que ces mouvements-là, nous ne les avons pas du tout anticipés. Et moi, ma crainte, bien sûr, et la crainte de beaucoup de personnes, c'est qu'on refasse exactement les mêmes erreurs que l'on a faites au moment de la crise du textile ou de la sidérurgie, c'est-à-dire qu'en gros, on se prend la crise dans la figure et on y répond par la mise au chômage ou la mise en pré-retraite des gens. C'est impossible de faire ça. Et quand les syndicats parlent d'une transition juste, c'est précisément cette idée qui consiste à dire que ça ne doit pas faire, cette transition ne doit pas se faire sur le dos des salariés. De toute façon, sinon, les travailleurs, les salariés ne seront pas allants dans cette transition. Ils s'y opposeront radicalement. Et donc, on doit absolument anticiper ces reconversions, les accompagner, ne pas essayer d'éviter le passage par la case chômage. Bref, mettre en place toute une ingénierie, et je dirais que pour l'instant, on en est très, très, très loin. D'accord. On reparlera aussi de l'emploi tout à l'heure. J'espère qu'on aura le temps de le faire. Et puis, je vous réinterrogerai sur les indicateurs de richesse, notamment pour savoir où ça en est, si cette idée commence à se diffuser. On va peut-être en parler aussi avec Mathilde Dimer dans un instant, pour savoir où ça en est. Est-ce que la société est mûre pour accepter autre chose que le PIB? Voilà. Mais d'abord, on va reparler de la Convention citoyenne pour le climat avec Mathilde Dimer qui nous a rejoint.
son petit problème technique qui a été résolu, semble-t-il. Rebonjour Mathilde, j'espère que vous m'entendez. Moi, je vous entends très bien, oui. Et encore une fois, désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Ça se passe très bien les autres jours sur d'autres plateformes, mais je crois que cette plateforme n'aime pas trop l'Espagne où je suis actuellement confinée. Le mystère des webinaires, on a toujours des surprises. Donc, je le disais, vous avez largement contribué à l'émergence de la Convention citoyenne sur le climat. La question qu'on pouvait se poser, c'est pourquoi une convention alors que la France avait déjà une feuille de route, a déjà débattu de ce qu'il fallait faire. Pourquoi avez-vous poussé pour qu'il y ait une convention citoyenne pour le climat? Pour une raison simple qui a été évoquée par Michel tout à l'heure, c'est que en fait, on n'arrive pas, l'État, les pouvoirs publics n'arrivent pas à tenir cette feuille de route. Et moi, c'est un échange qui m'a marqué d'ailleurs quand on a échangé, pour pas dire négocié avec l'Élysée la mise en place de cette convention citoyenne pour le climat. Il y a un moment, s'est posé la question de son mandat. Nous, on est arrivé avec le collectif des Gilets citoyens avec une demande qui était celle basée sur la science de réduire de moins 65% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de la France dans un esprit de justice sociale. L'Élysée a tout de suite réagi en disant 65%, on ne peut pas. Dans la loi actuelle, dans la SNBC, c'est 40% d'ici 2030. On n'arrive même pas à le mettre en œuvre. On n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Donc c'est hors de question qu'on s'engage sur une convention à aller plus loin, même si la science nous dit que c'est ça qu'il faut faire, on n'est pas en capacité de le faire. La négociation a fini par atterrir sur le au moins 40%, qui laissait la marge de manœuvre aux citoyens de décider s'ils voulaient être plus ambitieux ou pas. Et donc c'est pour ça que qu'on a proposé cette convention, c'est que quand l'Élysée nous dit on n'arrive pas à le mettre en œuvre parce que quand on met une taxe carbone ambitieuse, ben voilà, on a les gilets jaunes dans la rue. La réponse à ça, c'est une réponse démocratique. Pour une raison simple, c'est que la taxe carbone, elle a été rejetée massivement par les gilets jaunes pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle pèse 2 à 3 fois plus sur les ménages les plus précaires que sur les ménages les plus aisés. Et donc que des gens qui ont besoin au quotidien de prendre leur voiture pour aller au travail ou faire leurs courses n'étaient plus en capacité de finir leur fin de mois avec ce format-là de taxe carbone. Pas avec une taxe carbone en général, avec ce format-là de taxe carbone. Et donc, et pour moi, c'est symptomatique. Et c'est pour ça que chez Démocratie Ouverte, on plaide pour une démocratie à jour des attentes de la société. C'est que c'est symptomatique d'une chose, c'est que si vous regardez à l'Assemblée nationale, il y a un seul ouvrier sur l'ensemble des députés. C'est de mémoire entre 15 à 20% de la société française. Et c'est une grosse majorité des Gilets jaunes qui étaient dans la rue il y a quelques mois. Et donc l'enjeu, il est démocratique. C'est pas le problème de la taxe carbone, c'est quelle taxe carbone. C'est pas le problème de l'écologie, de faire de l'écologie, c'est quelle écologie on veut. Est-ce qu'on veut une écologie accessible que pour les riches? Est-ce qu'on veut une écologie dite populaire par certains? Et du coup, quelles sont les politiques publiques qu'on met en place pour ça? C'est ça, en fait, la question qui a été posée à la Convention citoyenne quand on dit comment est-ce qu'on allie ambition climatique et esprit de justice sociale. Et c'est à ça qu'ont abouti les 150 citoyens de la Convention à des propositions qui répondent à la fois à la question de l'ambition climatique, à la fois de la question de la justice sociale. Je donne un exemple. Pour continuer sur la question des transports qui est centrale sur la transition écologique de la France, une proposition des citoyens, c'est oui, d'obliger les constructeurs à aller vers des véhicules plus propres et d'interdire la vente de certains véhicules beaucoup plus tôt que ce que le fait l'État aujourd'hui, les véhicules les plus polluants, mais c'est aussi permettre aux personnes qui n'ont pas les capacités aujourd'hui d'acheter des véhicules électriques parce que ça coûte très cher à l'achat, de pouvoir faire de la location longue durée de manière à ce que ce soit accessible pour tous. Voilà le type d'exemple qui fait que c'est pas une question de est-ce qu'on fait de l'écologie, est-ce qu'on fait de la voiture électrique, mais comment est-ce qu'on le fait, la question. Donc ça me semble extrêmement important et je pense que c'est aussi l'esprit de la Convention citoyenne Occitanie qui a été lancée par la région et que je salue. Je pense que l'intuition, elle est la bonne. C'est vraiment avec une région qui est pour le coup volontariste sur la question écologique. Comment est-ce qu'on arrive à allier aussi les questions de justice sociale, de santé, dans le cadre d'une crise sanitaire telle qu'on l'a vécue aujourd'hui?
Alors, j'aimerais quand même faire un petit retour en arrière parce que les citoyens de la Convention étaient des citoyens comme vous et moi, plutôt comme moi que vous, qui ont été tirés au sort. Donc, ce n'était pas a priori des militants de la cause écologiste. J'aurais aimé savoir quel a été l'effet sur eux de cette expérience. Qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? C'est sûr que c'était pas des militants. Je me remets du coup à la première session de la Convention, donc le jour où ces 150 citoyens se réunissent pour la première fois. Contrairement à ce qu'on dit depuis, que c'était des radicaux, des militants écologistes qui se sont retrouvés dans cette convention. Oui, c'est ce qu'on dit. En fait, quand certaines propositions vous plaisent pas, en général, il est assez facile pour certains acteurs, et en premier lieu les lobbies, de taper sur l'énonceur, entre guillemets, l'émetteur de ces propositions. Moi, je vous invite à regarder, en fait. Il y a une volonté de transparence qui a été réalisée dans cette convention. Donc, je vous invite à aller sur le site de la Convention citoyenne, si vous n'êtes pas convaincu, à aller regarder les débats de la première session, et vous allez vite vous rendre compte que non, ces 150 citoyens, c'est pas des militants. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'à la première session, pendant laquelle une scientifique du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, donc le GIEC, c'est l'instance qui regroupe l'ensemble des scientifiques du monde entier, a présenté à ces 150 citoyens ce que disait aujourd'hui la science et les scientifiques du monde entier sur là où on en est sur la question climatique. Moi, ça m'a frappé, et pour le coup, moi, ça a été un choc aussi pour moi de voir que, à part les quelques climato-sceptiques qui étaient là, et les quelques militants qui existaient, qui étaient là aussi, la très, très grande majorité, les 3/4 de ces citoyens sont venus nous voir à la fin de cette présentation en nous disant « Je me suis pris une claque, je me suis pris une baffe, ça a été un électrochoc, je me sens complètement impuissant tellement le problème est énorme. » Parce que oui, ils avaient conscience, je pense comme beaucoup de Français, qu'il y a un problème avec le climat, mais bon, c'est pour mes petits-enfants, ou au pire pour mes enfants, c'est pas si grave. Et là, ils ont pris conscience d'un coup que les scientifiques du monde entier leur disaient c'est extrêmement grave. Il y a, ce que disait Dominique tout à l'heure, risque que la planète soit inhabitable à certains endroits si on continue à faire si peu. Nos modes de vie ne sont pas compatibles tels qu'ils sont aujourd'hui avec une transition écologique à la hauteur des enjeux. Et en plus, c'est urgent. Donc évidemment, ça a créé ce choc pour des gens qui n'étaient pas des militants à la base. Et ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, c'est qu'ils ont réussi, et c'est ça que j'aime bien dans le processus de la Convention, à ne pas rester dans une posture d'acteurs démunis, qui sentent impuissants, parce qu'on est nombreux à sentir une impuissance face à un défi comme le changement climatique, où on voit bien que le fait de faire des gestes individuels, de trier ses poubelles, etc., ne suffira pas. Comment ils ont réussi à transformer cette peur, finalement, ce sentiment d'impuissance, en sentiment d'action et de proposition. Et d'arriver, du coup, à des propositions qui sont à la fois radicales, pour certaines d'entre elles, mais accessibles à tous. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant de voir comment est-ce qu'on arrive, à l'échelle d'une mini-société de 150 citoyens, à transformer cette énergie de peur en énergie de proposition et de mise en action. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on réussisse à faire à l'échelle de la société. On va en reparler dans un instant également. Avant cela, il y a Dominique Méda qui me faisait signe backstage pour ajouter quelques mots sur ce que vous venez de dire, Mathilde. Dominique Méda, vous la parole. Oui, je voulais confirmer ce que disait Mathilde, parce que moi j'ai eu la chance d'être observatrice de cette convention. Ça a été très très bien fait parce que on a permis à un groupe d'une trentaine de chercheurs d'observer tout au long de la convention les travaux. C'était absolument passionnant, et d'ailleurs les chercheurs sont en train, donc ils ont tout observé, enfin, nous avons tout observé, mais on se relayait d'une certaine manière. Certains ont tout suivi, mais c'était quand même très très lourd. Ils ont suivi les webinaires, ils ont récolté des questionnaires, donc je pense qu'on aura des choses passionnantes, que lorsque tout ça va être exploité, on aura des choses absolument passionnantes à découvrir et à expliciter. Et je voulais confirmer ce que disait Mathilde sur quand ils sont arrivés, ces citoyens, ils y connaissaient franchement pas grand-chose. Alors on peut dire que il y avait un léger biais dans la mesure où s'ils ont accepté,
c'est qu'ils étaient déjà intéressés par la question. Mais il y avait, comme l'a dit Mathilde, des climato-sceptiques dans cet ensemble. Leur niveau d'information était faible, et ce que j'ai trouvé complètement extraordinaire, en effet, c'est la façon dont, à mesure qu'ils découvraient la réalité, notamment la réalité des travaux scientifiques, d'abord le passage par une phase de désespoir, qui est intéressante, hein, et je crois qu'on y passe tous par cette phase de désespoir. Je vois bien à l'université, on a un master de développement durable, une partie des professeurs, mais aussi des étudiants, lorsqu'ils découvrent l'ensemble des travaux, il y a un effet de sidération, quoi. Et puis après, bien sûr, on reprend pied. Mais voilà, ces citoyens ont vécu ça, et je trouve que c'est extrêmement important parce qu'ils représentent en petit, ils manifestent en petit ce qu'on pourrait faire avec l'ensemble de la société française. Il y a certainement un défaut d'information, et si les personnes étaient mieux informées, je pense que ça pourrait nous entraîner beaucoup plus rapidement dans le bon chemin, je dirais. Ça va être un des aspects qu'on va traiter ensuite. Mathilde, je reviens vers vous dans un instant, mais auparavant, Michel Colombier voulait également faire un commentaire, puisqu'il a également suivi de près cette Convention citoyenne. Michel, à vous la parole. Oui, merci. Je m'excuse, on a un peu tous des petits problèmes de connexion. Alors, j'ai disparu un moment et j'ai perdu une partie de la discussion. Vous me dites si je fais doublon, mais parce que j'ai été déconnecté au moment où Dominique Méda nous parlait de la question des nouveaux indicateurs et de la croissance. Et je voulais juste faire le lien avec cette discussion de la Convention citoyenne. Parce qu'on a, sur la question PIB croissance, je crois qu'on a deux soucis. On a un premier souci, et Dominique l'a très bien dit, qui est un souci de représentation. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui compte moins. Alors, c'est une chose sur laquelle les chercheurs peuvent nous alerter, c'est-à-dire en particulier le capital naturel, le capital humain, c'est-à-dire ce qu'on construit, c'est peut-être pas complètement substituable. Pour ça, c'est un paradigme de l'économie depuis 2 siècles, comme quoi, en gros, on peut remplacer le capital naturel par du capital construit, humain, et que tout ça a la même valeur. Donc ça, c'est une première question, les chercheurs doivent nous alerter. Il y a une deuxième question qui est évidemment qu'est-ce qui compte au sens, finalement, on a tous une conscience, et qu'est-ce qui est important pour nous dans nos vies? Est-ce que ce qui est important, c'est nous, c'est nos enfants, c'est notre voisin, c'est notre lointain, etc. Ça, il n'y a rien d'autre qu'une discussion citoyenne, et donc la Convention en était un exemple qui peut permettre, à un moment donné, de se positionner sur ce qui est important, et la richesse économique étant un élément de ça. Mais il y a un deuxième élément qui est important, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de mettre des citoyens ensemble, et que j'ai participé à cette opération de convention citoyenne avec beaucoup d'intérêt, et on y a appris beaucoup de choses. C'est que les citoyens réunis comme ça quelques week-ends, ils vont pas inventer en soi des solutions, ni des nouvelles technologies, ils vont pas inventer le moteur à eau, ni même ils vont inventer d'ailleurs vraiment faire ce qu'on appelle de l'innovation sociale, qu'ils font sur le terrain. Ça oui, il y a une innovation sociale énorme qui est faite par la société civile sur le terrain pour inventer des solutions, pour trouver des voies d'avenir compatibles avec la question écologique. Mais là, ce qu'il leur est demandé, c'est pas ça. Ce qu'il leur est demandé, je crois, c'est un jugement aussi. Il y a donc le jugement sur ce qui compte. Et il y a un deuxième jugement, et ça renvoie à la question de la croissance. La croissance, c'est un fétiche, c'est vrai, mais c'est aussi un truc extrêmement pratique. Quand vous êtes à la tête de l'État, mais quand vous êtes dans une entreprise et que vous avez des syndicats, en gros, c'est quand même sur la richesse additionnelle que vous arrivez à distribuer des choses, à répondre à un certain nombre de demandes, sans reposer aucune question sur la façon dont est dépensé le reste. Et c'est là où on a un énorme problème, c'est-à-dire que si on ne veut pas faire de la croissance un fétichisme, et si on se dit il faut voir à la fois d'autres choses qui ont de la valeur, mais si on a moins de croissance, ou pas de croissance, ou un peu de décroissance, ça veut dire qu'on est obligé de faire ce qu'on ne fait jamais, qui est de rouvrir la discussion, évidemment, sur la façon dont on utilise aujourd'hui la richesse, dont elle est répartie, et dont l'utilisation actuelle de la richesse répond aux priorités ou pas des gens. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui était extrêmement instructif dans le débat des citoyens, c'est qu'ils n'étaient pas là pour nous dire si l'hydrogène c'est mieux que l'électricité, ils étaient là pour nous dire si les façons d'organiser les transitions étaient plus ou moins faisables, acceptables, souhaitables du point de vue des gens, du point de vue des populations, quand ils se regardaient eux-mêmes, quand ils regardaient la façon dont d'autres personnes pouvaient être impactées, c'était pas forcément simplement se regarder soi-même et ses propres intérêts.
C'était ça le débat qu'on avait entre citoyens, et de ce point de vue-là, ce débat est extrêmement instructif, je pense, pour les décideurs politiques. Alors, je vais revenir vers Mathilde Imer. Donc, je disais, certains considèrent que les mesures qu'ont proposées les citoyens sont radicales. En même temps, on vient de le dire, ils avaient toujours en vue leur applicabilité. Donc, je me sens un peu obligé de vous poser la question du débat qu'il y a en ce moment ou de la dispute qu'il y a en ce moment entre Emmanuel Macron et Cyril Dion, puisqu'on a le discours présidentiel qui est passé du je reprendrai sans filtre, que tout le monde avait compris comme je donnerai sans filtre au Parlement pour qu'il en discute, à ce qu'il a dit sur Brut, en s'adressant à ce média, les propositions ne sont ni la Bible ni le Coran. Donc, que vous inspire ce changement dans le discours présidentiel et sur, on va dire, l'applicabilité de ces mesures? D'abord, une première chose, un préalable, c'est que c'est pas un duel là entre Cyril Dion et Emmanuel Macron, à lequel des deux coqs entre guillemets aura gain de cause. Je pense que ce qu'essaye de faire Cyril Dion, c'est justement de jouer son rôle de garant de la parole présidentielle. Garant, c'était une fonction pardon Mathilde, garant, c'était une fonction dans la Convention citoyenne pour le climat. Hein. C'était le rôle de Cyril Dion et d'une autre personne. Les garants veillent, ils étaient trois, à ce que les débats puissent se tenir, notamment dans une certaine indépendance. Et Cyril Dion ayant participé à la création de cette convention n'ayant pas de recours juridique, parce que c'est une première en France, que c'est une expérimentation, l'un des garants avait ce rôle de garantir que la parole présidentielle, le fameux sans filtre dont vous parliez, sera tenue. Ce que dit aujourd'hui Cyril Dion en tant que garant, c'est personne n'a imposé à Emmanuel Macron, en tant que président de la République, de dire en amont de la Convention, je m'engage à passer sans filtre les propositions au Parlement, à la voie référendaire ou à la voie réglementaire, selon ce que me demanderont les citoyens. De même, personne n'a imposé au président de la République de dire aux 150 citoyens en juin dernier, je reprends 146 sur 149 de vos mesures et je les passe sans filtre à nouveau au Parlement. Ces paroles-là, c'est lui qui les a tenues. Il regrette d'avoir dit ces mots, je veux dire, c'est son engagement à lui. Donc, c'est pas un duel entre Cyril Dion et Emmanuel Macron, c'est une question de qui tient ses engagements ou ne les tient pas. Et au-delà de Cyril Dion, je peux vous dire que il y a une certaine frustration aujourd'hui au sein des 150 de voir que certaines de leurs propositions sont, oui, passées au Parlement telles quelles, et qu'il y a des choses qui avancent, néanmoins qu'il y en a beaucoup, et des plus importantes sur lesquelles il n'y a pas encore d'arbitrage, et que certaines se font carrément détricoter. Donc je pense que ce que ça m'inspire, moi, ça m'inspire deux choses. Ça m'inspire d'abord que le gouvernement, peut-être plus largement, n'a pas compris le message de Nicolas Hulot quand il a démissionné. Ce qu'a dit Nicolas Hulot quand il a démissionné, c'est peut-être que ce gouvernement est celui qui fait le plus sur l'écologie. Mais moi, je ne veux pas regarder et faire un comparatif entre ce que fait ce gouvernement et ce qu'ont fait les précédents. Ce n'est pas un jeu à celui qui est le meilleur. Je regarde ce que me demandent les scientifiques, ce que disent les scientifiques pour notre survie et ce qu'on fait. Et là, le gouffre, il est encore énorme. Et donc, c'est vrai que c'est très compliqué d'être dans la position aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Néanmoins, l'exercice de la Convention citoyenne pour le climat lui permet justement de s'appuyer sur une légitimité populaire avec un potentiel référendum que les citoyens attendent toujours pour avoir la validation de l'ensemble du peuple, que c'est bien la bonne direction. Et quand on regarde les sondages, on voit qu'à part le 110 km/h sur autoroute, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui est une proposition sur 149, toutes les autres sont plébiscitées par les citoyens français. Donc la question, c'est qu'est-ce qui bloque? Si c'est pas les citoyens français, si c'est pas j'ai envie de dire ces 150 citoyens en termes de propositions, qu'est-ce qui bloque, quoi? Et donc moi je pense que cette question-là, elle doit être posée aujourd'hui au gouvernement pourquoi est-ce qu'il n'avance pas à la hauteur de ce qu'attendent ces 150 citoyens et à l'image de ce qu'attendent l'ensemble des Français. Alors, la deuxième chose que... Non, allez-y, pardon. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est le mandat de la Convention citoyenne pour le climat, il est de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre.
je l'ai dit, c'est bas par rapport à ce que nous invitent à faire les scientifiques, mais c'est bas aussi par rapport à ce que font d'autres pays. Vous regardez l'Angleterre, par exemple, qui n'est quand même pas connue pour être un champion sur les questions climatiques, vient d'annoncer souhaiter faire moins 65% d'ici 2030. L'Union européenne s'apprête le 12 décembre prochain à voter au moins 55% de réduction en 2030. Donc, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, qui se pose souvent comme un leader sur la question écologique avec Make Our Planet Great Again qui avait été prononcé et qui avait donné beaucoup d'espoir et qui fait que j'ai aussi accepté de participer à cette convention, c'est qu'il y a un moment, je pense que la France peut être et doit être un leader justement, et qu'aujourd'hui la France est en train de perdre cette position de leader. Si la France n'est pas en capacité de mettre en application des propositions d'une convention citoyenne qui a un mandat limité à 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce que la France va faire quand l'Union européenne va être à moins 55, voire moins 60%, alors même que l'Angleterre est à bien plus. Donc il y a un double discours là, et j'espère me tromper et pouvoir dire demain, Emmanuel Macron a finalement tenu son engagement, fait des arbitrages sur les propositions importantes de la Convention citoyenne qui vont dans le bon sens. Mais aujourd'hui, c'est ça que ça m'inspire. Merci Mathilde. Je vais vous anticiper un peu sur la question que je voulais poser ensuite, qui est un peu la question du comment est-ce qu'on fait passer, comment on accélère, comment on change le récit, comment est-ce qu'on change ce que M. Macron et les dirigeants ont dans la tête, et nous tous, il n'est pas seul, puisque ces gens-là sont élus par des citoyens que nous sommes. Donc on dit souvent que le changer de récit, le changer d'idéologie, pourront dire d'autres, est le préalable peut-être pour une acceptation et pour une accélération des mesures qui sont nécessaires. Donc, Dominique Méda, j'avais envie de vous poser cette question. Comment est-ce qu'on change le récit, selon vous? De deux manières, me semble-t-il. D'abord, je pense qu'il faut montrer que la société d'après, c'est-à-dire la société dans laquelle nous vivrons une fois que la transition écologique aura été réalisée, ce qui va prendre un certain temps, hein, que cette société sera à la fois plus agréable et peut-être plus efficace que celle dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire sans doute une société où on pourra respirer un air qui ne sera pas pollué, où on pourra penser que nos enfants pourront vivre dans de bonnes conditions, avec une alimentation normale, et dans laquelle peut-être il y aura de l'emploi. C'est ce qu'on appelle souvent, peut-on avoir un triple dividende de la transition écologique, c'est-à-dire d'une part stopper le dérèglement climatique, sauver la planète comme on dit, plutôt sauver les habitants de cette planète. Deuxièmement, créer des emplois, parce que c'est très important, on en a tous parlé, la crainte, si on adopte d'autres indicateurs ou si on met un peu la croissance en veilleuse, parce qu'on verra peut-être, on en parlera tout à l'heure peut-être, il n'y a pas on n'observe pas de découplage absolu entre la croissance et les dégâts qu'elle fait. Donc, le deuxième dividende, ça serait des créations massives d'emplois. Et j'allais dire, moi, je suis convaincue qu'on peut avoir des créations massives d'emplois. C'est pas seulement que je suis convaincue, ça n'a aucun intérêt. C'est qu'on a maintenant de plus en plus d'études importantes, scientifiques, professionnelles, qui nous montrent que la transition écologique peut entraîner de nombreuses créations d'emplois. Je pense par exemple à l'annexe qui a été rédigée par l'ADEME au dernier rapport du Haut Conseil pour le climat en juillet 2020, qui montre qu'on peut créer 600 000 emplois si on met suffisamment d'argent dans la transition écologique. Il y a même eu le rapport du WWF qui dit qu'on peut même créer 2 millions d'emplois si on met suffisamment les moyens. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un rapport entre le caractère massif de l'investissement qu'on fait dans la transition écologique et les résultats en termes d'emploi. Ça me paraît très, très, très important. Et c'est pour ça que je pense que les investissements qui ont été annoncés, notamment dans le plan de relance, ne sont pas suffisants, notamment en termes d'emplois créés. Et puis, est-ce qu'on peut avoir un troisième dividende qui serait de revoir radicalement notre organisation du travail, et cela à la fois au niveau mondial,
c'est-à-dire ces longues chaînes de valeur, Mathilde et Michel en ont parlé, ces longues chaînes de valeur invraisemblables que doivent parcourir les produits avant d'arriver chez nous, donc avec des circuits beaucoup plus courts, et puis même un changement d'organisation du travail au sein de nos entreprises. L'espoir étant, c'est ce qu'on essaye de raconter dans notre dernier bouquin qui s'appelle Manifeste de travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, l'espoir étant que dans cette nouvelle société, on aura de nouvelles organisations du travail plus démocratiques. Ce qu'on propose notamment, c'est qu'on ait des représentants des salariés qui soient au même niveau que les représentants des actionnaires. C'est un petit peu révolutionnaire, mais on pense que finalement, les salariés, ce sont les mieux placés et les travailleurs les mieux placés pour dire comment on doit changer nos organisations de travail dans la transition écologique. Ça, c'est un premier point. Donc, montrer que cette transition écologique, elle peut nous amener énormément de choses, elle peut être tout à fait positive et pas, comme on nous dit de temps en temps, ça va être l'horreur, on va être obligé de s'éclairer à la bougie, etc. Et puis, comment on fait? Moi, je pense, ça peut vous paraître un peu techno et je pense qu'on a un problème de pédagogie. Hein. Moi, je crois depuis 20 ans qu'il faut qu'on change d'indicateur, c'est-à-dire de guide, de repère, de vision du monde pour entraîner ce changement. Et donc, on parlait tout à l'heure, hein, empreinte carbone, indice de santé sociale, etc. Il faut qu'on change nos lunettes. Si nos lunettes, ça continue à être la comptabilité nationale et le fait qu'il faut produire de la croissance à tout prix, on ne va pas y arriver. Parce que j'ai peut-être pas suffisamment explicité tout à l'heure, le PIB, c'est très bien, le produit intérieur brut, mais ce système-là, il a d'énormes inconvénients. C'est-à-dire qu'en gros, l'image de la richesse que nous donne la comptabilité nationale, elle est hyper réduite, c'est une découpe sur la réalité. Et elle oublie des tas de choses. Par exemple, on oublie dans le produit intérieur brut des activités qui sont absolument déterminantes pour la reproduction de la société. C'est toutes les activités qu'on appelle parfois travail domestique, mais les activités domestiques, familiales, même politiques, tout ça, ça compte pour rien. Donc quand elles disparaissent, on ne le voit pas. On voit le gonflement du PIB, par exemple, quand vous transférez des activités domestiques vers le marché, alors ça va augmenter le PIB. Mais on ne voit pas toutes ces activités qui disparaissent. Donc voilà, pour moi, le changement d'indicateur, c'est un changement de vision du monde et c'est ce qui peut nous aider à passer dans cette autre société, dans cet autre monde. Donc, si je résume grossièrement, bien sûr, le changement de la façon opérationnelle de changer le récit serait l'adoption des nouveaux indicateurs de richesse dont vous faites l'avocate. Oui, et qui est, je voudrais juste rappeler ça. Quelle est la maturité de ça, pardon, dans la société? Vous avez dit que ce n'est pas une idée nouvelle, mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas déjà? Eh bien, parce que je pense que c'est un peu techno, si je disais les choses rapidement. C'est un peu technique, quoi. Parce que si vous voulez déjà comprendre ce que c'est que la croissance et comprendre pourquoi le PIB, c'est un indicateur qui est vraiment pas génial, qui nous cache des tas de choses, c'est compliqué. Et donc, il y a un coup d'entrée là-dedans. Mais mais en même temps, je pense que c'est un champ de bataille déterminant. Ça fait 20 ans qu'il y a des initiatives qui s'appellent Au-delà du PIB. Et je dirais qu'il y a un peu un combat de David et Goliath avec, par exemple, nous, nos petits mouvements français où on propose l'empreinte carbone, l'indice de santé sociale, etc. Et puis le mouvement des grandes institutions internationales, la Banque mondiale, l'OCDE, qui, pareillement, hein, depuis une quinzaine d'années, promeuvent de nouveaux indicateurs, ont essayé de les faire adopter par la fameuse convention Stiglitz dont je parlais tout à l'heure, et notamment un indicateur, vous allez voir philosophiquement ce que ça veut dire. Ils ont essayé de faire adopter par la commission Stiglitz un indicateur qui s'appelle l'épargne nette ajustée. Qu'est-ce que ça veut dire? On monétarise le capital économique, le capital humain, le capital naturel. On leur donne une valeur monétaire. Hein, le capital naturel, on dit voilà, c'est X milliers de milliards. On secoue tout ça, on fait la somme de ces trois capitaux et puis on regarde ce qui sort. Et si c'est positif, c'est bien, on a gagné, on est bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi philosophiquement ce qui se cache derrière cet indicateur? Ça veut dire que l'humain est suffisamment génial avec son capital humain, hein, c'est en gros toutes les années d'études valorisées au salaire, par exemple. L'humain est suffisamment génial pour construire un monde artificiel qui va lui donner les mêmes doses de satisfaction que ce monde naturel qu'on est en train de détruire.
c'est-à-dire vous pouvez compenser la destruction du monde naturel si vous avez en gros un progrès technologique ou un capital humain qui augmente. Ça, c'est complètement fabuleux. Eh bien, les institutions internationales ont essayé de promouvoir cet indicateur et il y a aujourd'hui dans le monde des tas de nouveaux indicateurs et vraiment une nouvelle bataille parce que celui qui va remporter la bataille de l'indicateur, il va remporter la bataille du monde futur, de la manière dont s'organise et dont nous imaginons le monde futur. Merci Dominique Méda. Michel Colombier, vous vouliez intervenir d'une part au propos de Dominique Méda, et j'avais aussi envie de vous relancer également sur cette question, sur le comment faire opérationnellement pour changer le récit. Oui, je voulais dire un mot sur le changement de récit, donc peut-être sur un plan complémentaire de ce que disait Dominique Méda, puisqu'elle le prenait sous l'angle des indicateurs, c'est-à-dire finalement de comment on valorise ou pas le récit. Les indicateurs, c'est ça finalement, c'est les différents récits qui peuvent être en compétition dans une société, comment on les valorise, comment on trouve que c'est des récits positifs ou pas. Moi, je voulais dire un mot sur le récit lui-même. Parce que à votre question sur comment change le récit, j'aurais envie de dire quand même, regardons un tout petit peu derrière nous, là, quelques années, et on a commencé à le changer beaucoup, ce récit. Et c'est assez intéressant parce que on l'a changé finalement sous l'influence des scientifiques, puis des ONG qui ont relayé le discours des scientifiques, parce qu'il y a encore quelques années, dans les années 2000, moi, je me souviens, j'ai travaillé à l'époque en cabinet ministériel, etc. D'abord, on se regardait, on ne savait même pas où est-ce qu'on avait des émissions de gaz à effet de serre en France. Enfin, quand même, la situation a un peu évolué. Mais surtout, pendant très longtemps, on a traîné un récit, et c'est parce que c'est celui-ci que les scientifiques étaient capables de produire à l'époque, un récit sur la nécessité de réduire des émissions. Alors, réduire des émissions, c'était un message politique consistant à dire, en gros, on a réussi le XXe siècle, on est devenu riche, certains, pas tous sur la planète, malheureusement, parce qu'on avait des énergies fossiles gratuites, ou pas chères, parce que on avait un mode d'agriculture de plus en plus intensif avec des gains de productivité, etc. Bref, grâce à tout ça, on a développé une certaine prospérité. Et là, d'un seul coup, la science nous dit, il faut se serrer la ceinture. Et donc, on a passé 20 ans. On avait des mots terribles en Europe pour définir la négociation sur les politiques climatiques. Elle s'appelait burden sharing. Comment est-ce qu'on se partage le fardeau? Comment est-ce que vous voulez qu'un récit consistant à se partager le fardeau ait une quelconque chance d'en appeler à l'intérêt positif des citoyens, des entreprises et des politiques? Et puis, la connaissance scientifique a évolué. Et un petit peu avant l'accord de Paris, 2 ans avant l'accord de Paris, on a eu des nouveaux rapports qui nous disent c'est plus du tout un problème de réduire les émissions. C'est un problème d'arriver à peu près à 0 émission d'ici la moitié du siècle, ou la deuxième partie du siècle. Alors, il y avait 2 façons de regarder ça. Il y avait une façon qui était de se dire « Ouh là là, c'est encore plus compliqué », parce que réduire complètement, c'est plus compliqué que réduire un peu, ou ça peut sembler plus compliqué. Paradoxalement, ça a été l'occasion, sous l'influence d'un certain nombre d'ONG et de think tanks, de changer radicalement le récit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de vivre dans cet ancien monde en se restreignant, il s'agit d'en inventer un nouveau. Et ça, ce n'est pas juste un récit politique d'écologiste, c'est ce que nous dit aujourd'hui la science. La science nous dit, le monde d'avant, on ne peut plus, il n'a plus sa place. Et ce changement radical, paradoxalement, est un changement qui a introduit un nouveau récit. Alors par quoi ça se traduit? Ça se traduit par le fait que il y a encore quelques années de ça, alors Mathilde l'a dit, évidemment, le gouvernement de M. Macron se retrouve dans ce moment-là. Il y a encore quelques années de ça, on discutait de savoir si on allait réduire les émissions en Europe de 15-20%, et puis la France là-dedans faisait 0%, bon, parce que on avait des émissions un peu plus basses que les autres. Aujourd'hui, tout le monde, on a eu le lancement de cette session ce matin, nous dit, nous, notre objectif, c'est la neutralité. Tout le monde nous dit, nous, notre objectif, c'est une société différente. Et ça, c'est à la fois plus difficile et beaucoup plus mobilisateur. Parce que c'est la condition avec laquelle on peut aller voir des citoyens, mais aussi avec laquelle on peut aller voir des entreprises en disant, vous êtes qui, vous, demain, dans ce monde qu'on doit inventer? Et non pas comment vous allez vous serrer la ceinture par rapport à la facilité qu'on a connue pendant l'ensemble du XXe siècle. Donc pour moi, ce récit, il est en place. Ça, c'est extrêmement important. Il se met en place aujourd'hui sur des bases qui sont des bases bien meilleures que ce que l'on a eu pendant 20 ans pour essayer de discuter collectivement des enjeux de la transition écologique.
Merci Michel Colombier. Je reviens vers vous sur une dernière question après. Mathilde Imer, nous étions donc dans la séquence changer le récit pour changer la tête des gens, pour changer la société et accélérer la transition. Est-ce que les conventions citoyennes ou les innovations démocratiques que vous promouvez sont un outil par excellence de diffuser ce récit et de permettre aux gens de voir autrement les choses et de s'engager comme le font à présent les citoyens qui sont membres de la Convention citoyenne pour le climat? Oui, enfin, je pense que c'est un des outils, c'est loin d'être le seul. Pour le coup, je pense que la Convention a montré que ils ont réussi à démontrer que leurs propositions aujourd'hui se démocratisent dans le débat public. On voit aujourd'hui des débats constamment dans les médias sur la question de la Convention, sur certaines mesures de la Convention. Et donc, les propositions qu'ils font, on voit bien qu'elles sont en train d'être entendues par de plus en plus de Français. Donc, je pense que ça contribue à envoyer ce signal-là et casser les clichés d'une écologie qui serait réservée aux bobos ou de politiques publiques qui sont inaccessibles à une partie de la population. Donc ça, je crois que ça y contribue. Après, je pense que c'est une brique parmi beaucoup d'autres dispositifs qui doivent être mis en place. Je crois qu'il y a vraiment un imaginaire à reconstruire. Aujourd'hui, on le voit dans la prise de parole également du président de la République sur la 5G, où en gros, aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, il y a encore un choix binaire entre le monde dans lequel on vit, ou alors on revient au modèle des Amish à la lampe à huile et on vit dans une caverne. Moi, je crois profondément que ce qui est dessiné aujourd'hui par la transition écologique, c'est une troisième voie qui propose des modes de vie différents, mais des modes de vie plus joyeux, des modes de vie plus respectueux de la planète. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose d'horrible. Au contraire, je pense que être écolo demain, et même aujourd'hui, c'est mieux vivre. C'est manger. C'est ce que disent les citoyens quand ils disent voilà, on veut manger de la nourriture de meilleure qualité, on veut pouvoir respirer un air sain. On veut, tous ces éléments-là constituent, à mon sens, une vie meilleure. Et c'est ça, aujourd'hui, qui, en termes de narratif et d'imaginaire, reste à construire. C'est un des messages de la Convention, mais je pense qu'il faut aussi que l'industrie du cinéma, les films, les livres aient une vision qui soit pas seulement dystopique de la question environnementale et climatique, mais qui est aussi une vision, j'ai envie de dire, engageante, qui donne envie, parce que moi, je suis persuadée, et j'ai l'impression que c'est le message qu'envoient les 150, que cette transition, elle est vraiment pour mieux et pas pour quelque chose d'un retour en arrière, comme certains le prétendent. Alors, de façon pratique, on se rend compte que les citoyens ont effectivement, si je puis dire, intégré ce récit, mais pour diffuser le récit et qu'il se diffuse effectivement à l'ensemble de la population, est-ce qu'il faudrait décentraliser les conventions citoyennes? Est-ce qu'il faudrait créer parmi nos institutions des conventions citoyennes permanentes? Quelle serait la façon pratique, opérationnelle, je disais, de faire passer ce récit et surtout de changer les choses? Je pense que sur le plan démocratique, il y a plusieurs leviers. Évidemment, la démultiplication des conventions citoyennes à l'échelon local, comme l'a fait de manière pionnière la Convention citoyenne Occitanie, me semble une très bonne chose. Parce que ces conventions vont traiter à l'échelon local de problèmes locaux sur la question de la transition écologique. Donc je pense que ça permet aussi de redescendre cette question écologique à un échelon qui a énormément de sens, qui est l'échelon régional ou l'échelon communal, en tout cas l'échelon local. Parce que c'est à ce niveau-là que parfois, de manière beaucoup plus concrète, les citoyens peuvent s'engager à des transformations qui peuvent être profondes. Donc ça, j'y crois beaucoup. J'espère que d'autres régions vont suivre le pas qu'a enclenché la région Occitanie. C'est qu'il y a un certain nombre de communes qui ont enclenché et qui lancent aujourd'hui des conventions citoyennes. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis, mais j'ai quand même un point d'attention sur la manière dont c'est fait. Si les conventions deviennent un gadget mal mis en place, avec une méthodologie qui n'est pas rigoureuse, ça peut être vraiment quelque chose de complètement bullshit et une espèce de mascarade de démocratie. J'ai un peu peur, par exemple, de la manière dont est organisé le jury citoyen, qui n'est pas tout à fait une convention, mais dans le même esprit avec du tirage au sort, sur la vaccination au niveau national. Où là, j'ai plusieurs alertes méthodologiques qui vont dire ça peut très très mal se passer, ce ne sera pas la faute des citoyens de tirer au sort, c'est plus le cadre qui sera posé. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle, la démultiplication, à condition de bien le faire méthodologiquement. J'en profite pour faire un peu d'auto-promo. La démocratie ouverte a réalisé
un guide d'accompagnement des collectivités locales qui veulent mettre en place des conventions pour justement savoir comment bien le mettre en place, quels sont les principes à suivre, sur lesquels on s'est appuyé d'ailleurs pour la Convention citoyenne Occitanie qui a quasiment coché l'ensemble des critères de ce guide. L'autre élément, c'est, moi je pense, le référendum. On l'a vu en Irlande, qui est la convention qui a inspiré la Convention citoyenne climat, c'est l'exemple irlandais, où en Irlande, ils ont mis en place une assemblée citoyenne sur des sujets hyper compliqués à traiter dans leur pays, qui a une grande majorité catholique, qui est la question de l'avortement et la question du mariage homosexuel. À la fin de ces assemblées citoyennes, ils ont posé la question à l'ensemble des citoyens irlandais, est-ce que oui ou non, ils étaient pour l'avortement au vu des débats de cette assemblée. Et ça s'est très bien passé. Moi, je suis persuadée qu'un référendum qui suit une délibération citoyenne, et si la question est bien posée, et qu'elle est même posée par des citoyens français, et que ça se transforme pas en référendum pour ou contre Macron, en ayant plusieurs questions dans ce référendum, ça peut véritablement très bien se passer. Donc, moi, je crois vraiment qu'il y a, voilà, à l'échelon national, la question du référendum, et que la démultiplication des conventions à l'échelon local est une très bonne chose. Donc, je salue à nouveau le boulot fait par les équipes de la région Occitanie. Merci Mathilde. Nous approchons du moment d'échange avec notre public, mais avant, j'aurais une toute dernière question, qui est une petite question à Dominique Méda. On dit souvent qu'il n'est pas possible, ça fait consensus maintenant parmi les économistes, il n'est pas possible de mener cette transition sans réduire les inégalités. Par quoi ça passe? Comment on s'y prend? Par quoi on commence? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition, parce que ce qu'on voit bien, hein, c'est que ça n'est pas possible d'adhérer à un projet aussi révolutionnaire que celui de reconstruire complètement nos économies, nos sociétés, si on n'a pas les moyens de nourrir sa famille. Je veux dire, si on veut entraîner tout le monde, il faut d'abord permettre à chacun de mener une vie décente, et il ne faut pas que certains aient l'air de s'en tirer pendant que les autres n'y parviennent pas. Donc je pense que c'est un préalable de réduire les inégalités avant d'engager cette grande bifurcation. Sinon, on aura des révoltes et ça se finira dans des formes de dictature, parce qu'on aura des gouvernements qui voudront avancer et des populations qui résisteront. Donc, première chose à faire, réduire les inégalités. Comment on fait? Je crois qu'on sait très bien comment on fait, hein. C'est-à-dire il faut une fiscalité qui soit vraiment progressive, une imposition sur le patrimoine, redistribuer les accès, par exemple les accès à l'emploi, revaloriser les salaires. On l'a bien vu avec la crise sanitaire, hein. On a parlé des travailleurs essentiels et de cette incroyable béance, de cet incroyable fossé entre l'utilité sociale et la hiérarchie des salaires. Comme par hasard, ce sont les gens qui étaient les moins rémunérés, qui travaillaient à temps partiel, qui avaient des conditions d'emploi très, très difficiles, qui nous ont permis de vivre. Donc là, on a toute une série de choses à engager, y compris resserrer l'éventail des salaires à l'intérieur des entreprises. Toutes ces propositions, nous les connaissons. Je pense qu'il faut maintenant de la volonté politique pour les mettre en place. Merci Dominique Méda. Nous sommes maintenant arrivés au terme de l'entretien que je menais avec vous. Nous allons désormais prendre les questions du public. Mais avant cela, j'aimerais lancer une question pour sonder notre auditoire, justement, sur un des sujets que nous avons évoqués durant l'heure que nous avons passée ensemble. La question du sondage qui devrait s'afficher sous vos yeux est la suivante. Selon vous, faut-il adopter de nouveaux indicateurs de richesse pour sortir de l'idéologie de la croissance? La réponse étant oui ou par non. Donc voilà, c'est un petit sondage pour voir un peu si ça vous semble être une bonne idée. Nous vous en donnerons le résultat à la fin du temps d'échange que nous allons engager maintenant avec les questions du public. Si vous ne voyez pas les questions s'afficher chez vous, c'est que vous êtes en mode plein écran. Donc, sortez du mode plein écran pour pouvoir voir la question s'afficher. Après ça, je me tourne vers notre modératrice, Florence Chemille. Florence Chemille, qui ne va pas tarder à apparaître sur vos écrans également. Florence Chemille est chef de projet information et communication de l'AREC Occitanie, l'agence régionale énergie et climat, et elle a accepté de donner sa voix aux questions du public. Donc, Florence, est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Pensez bien à donner leur nom avant de poser votre question.
Oui, merci. Merci de donner la parole au public. Toutes les questions ne sont pas adressées aux uns et aux autres, donc je livre simplement par thématique les questions qui ont été adressées dans le chat. Plusieurs remarques et questions sur les indicateurs qui ont déjà été largement évoqués. On nous demande si l'indicateur peut se limiter à une comptabilité carbone et si une vision non anthropocentrée ne serait-elle pas plus pertinente. En complément, on nous demande si les Européens n'ont pas éprouvé la notion d'équilibre et de durabilité avec leur environnement. D'autres peuples qui ont su le faire depuis des millénaires n'ont-ils pas des visions dont nous pourrions nous inspirer? Et également, comment dépasser notre prétention et atteindre l'humilité? Voilà en lien avec la question des indicateurs. Voilà pour cette thématique. On peut prendre cette première question qui donc me semble s'indiquer à vous, mais bien sûr tout le monde pourra réagir. Dominique Méda. Oui, merci pour cet ensemble de questions, ces belles questions qui rejoignent... Essayez de faire, pardon de vous interrompre, mais faites des réponses un peu plus courtes. Allez, alors, est-ce qu'on peut s'en tenir à une comptabilité carbone? Non, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut en effet utiliser l'empreinte carbone et l'utiliser comme vous voyez, l'utiliser comme un instrument d'alerte et de seuil en quelque sorte. C'est-à-dire, voilà, dès qu'on a atteint un certain seuil, on doit prendre des mesures pour que ça redescende en quelque sorte. Mais il faudrait le compléter par un indicateur sur la biodiversité et puis l'indice de santé sociale. Donc, j'ai dit qu'il avait été construit par ma collègue Florence Janicatrice. En gros, c'est un indicateur d'inégalité, inégalité de revenus, de conditions de logement, d'emploi et qui prend en compte aussi les questions de pauvreté. C'est un indicateur synthétique qui nous dit quelque chose sur la cohésion sociale de nos sociétés. Et vous voyez comme ça, moi je parle de deux indicateurs qui renvoient à la, comment dirais-je, à la solidité de deux patrimoines essentiels qui sont la nature d'un côté, pour dire vite, et de l'autre côté, la cohésion sociale. Et est-ce que ces indicateurs sont anthropocentriques ou anthropocentrés? Il ne me semble pas. Il me semble qu'au contraire, ce qu'ils nous permettent, c'est de réencastrer l'humain dans la société et dans la nature. Merci Dominique Méda. Florence Chemille, est-ce qu'on a d'autres questions? Tout à fait. Une question, en tout cas un regroupement de questions autour de la prise de conscience, de l'action, de l'échelon local. Je tiens quand même à souligner qu'une remarque préalable à cette question est que cette table ronde est vraiment passionnante. Je vous le partage, aux intervenants. Donc, on m'indique que l'échelon communal est considéré comme un maillon indispensable d'une transition écologique. Malheureusement, concrètement, beaucoup d'élus n'en ont pas conscience et traînent pour opérer un changement. Comment forcer, entre guillemets, nous demandons, donc comment forcer ces élus à aller dans la bonne direction? Et en complément, on m'indique que le besoin absolu de changement de modèle est diffusé auprès d'une part très faible de la population qui veut bien passer du temps à se documenter. On a aussi évoqué tout à l'heure. Comment agir pour que cette part augmente radicalement? Michel Colombier, est-ce que vous êtes prêt à endosser la responsabilité de répondre à cette question? Il y a peut-être une partie de la question sur laquelle je pourrais laisser la main à Mathilde. Sur la deuxième, ce que je voulais dire simplement sur les élus locaux, je crois que c'est représentatif et extrêmement important, c'est-à-dire que on a des fois des questions du type est-ce que c'est les gens qui doivent faire ou est-ce que c'est l'État qui doit faire ou est-ce que c'est en fait il n'y a pas de réponse à ça, ou du moins il y en a une, si c'est chacun a son job à faire dans cette histoire-là. C'est évident, si vous regardez le problème des voitures par exemple. Énormément de décisions par rapport à la place de la voiture, à l'évolution du transport, vont dépendre des élus locaux et notamment municipaux. C'est une évidence. En même temps, ça va dépendre aussi de leur capacité à discuter. Grenoble, la ville de Grenoble, par exemple, l'a fait avec les employeurs pour faciliter, pour avoir des aménagements en termes de temps de travail sur l'organisation d'autres types de mobilité alternatives à la voiture. Donc, on voit ce rôle de passeur des élus locaux là qui est nécessaire. Dans le même temps, si les gens achètent beaucoup de voitures, c'est aussi parce que la Banque Centrale Européenne rachète la dette sur l'achat des voitures. Il y a une facilitation économique et ça, c'est la responsabilité des gouvernements de changer ces choses-là, comme ils ont un impact sur les normes. Donc les élus locaux sont en effet
extrêmement importants, sont au centre de cette affaire-là. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont quand même peut-être plus facilement accessibles, moi je trouve, à justement à de la mobilisation citoyenne, à une sensibilisation, à une compréhension de ces enjeux, plus facilement accessible parfois que les élus nationaux, aussi parce qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux, c'est-à-dire que il va y avoir des demandes des populations sur des enjeux locaux d'environnement, dont les conséquences sont éventuellement à d'autres niveaux. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une action pour des évolutions de mobilité sur une ville, les conséquences éventuellement sur l'industrie automobile, dont parlait tout à l'heure Mathilde, vont se répercuter ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville. Ce n'est pas directement un problème local. On a des municipalités aujourd'hui qui sont très à l'écoute, je pense, déjà des demandes citoyennes là-dessus, d'autres moins. Mais ça me semble être un échelon absolument essentiel. Et en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est un échelon qui a besoin de relayer aussi des demandes très importantes vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis des autres échelons pour avoir complètement la capacité à agir. Compléter le propos de Michel. Vous nous entendez? Oui, ça va, mais en fait, j'avais plus du tout de connexion, je suis désolé. D'accord. Est-ce que Mathilde est avec nous? Mathilde est avec nous? Oui, moi je vous entends en tout cas. Très bien. Est-ce que vous vouliez répondre à la deuxième partie de la question ou à l'ensemble de la question? Oui, je veux bien pour compléter ce que disait Michel. En effet, je pense que les élus locaux et a fortiori communal ont un rôle clé et ont un appétit à aller vers la transition écologique aussi parce qu'ils sont à portée de baffe, pour reprendre une expression qu'utilise souvent Carole Delga, mais aussi parce que c'est eux qui, concrètement sur le territoire, sont au plus proches de la réalité de ce que veut dire la transition écologique. Et parfois, ça peut être vraiment dans le bon sens. Je vais donner un exemple. La ville de Los Angeles, qui est dans le nord, ancien bassin minier, aujourd'hui, avant que le nouveau maire arrive, Jean-François Caron, un taux de chômage énorme. Le nouveau maire décide de donner une direction de transition écologique. Mais pour le faire, il a besoin d'avoir les citoyens avec lui. Et donc, il met en place tout un processus de participation citoyenne où la culture, le théâtre a une place aussi importante pour redonner confiance aux citoyens dans leur territoire, sur le fait que c'est pas parce qu'il y a un taux de chômage depuis des dizaines d'années que c'est une fatalité, qu'il n'y a pas moyen de réenclencher une dynamique positive sur le territoire. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, ce maire, Jean-François Caron, a lancé avec d'autres ce qu'on appelle la fabrique de transition. Ça vise à quoi? Ça vise à rassembler justement les élus locaux et tous les acteurs qui veulent faire péter le plafond de verre, si je reprends ces mots. C'est-à-dire que c'est des élus qui ont envie d'aller plus loin, mais qui n'arrivent pas à aller plus loin, soit par des contraintes juridiques, soit par des contraintes financières notamment, ou organisationnelles. Et donc, moi, une des choses qui me semble essentielle, il y en aurait plein d'autres, hein, mais une des choses qui me semble essentielle, c'est de renforcer ce qu'on appelle la subsidiarité dans notre pays. C'est-à-dire que en France, on a un pays très jacobin où tous décident au niveau de l'État. On a un président qui est un peu le grand chef sur tout. Moi, je pense qu'il faut donner plus de pouvoir aux communes, aux régions, pour que ce soit ceux qui sont au plus près de la réalité du territoire qui puissent prendre les décisions. Et donc, il me semble que ça, c'est à la fois sur le plan démocratique et à la fois sur le plan financier, important d'aller dans ce sens-là. Sur la diffusion de modèles plus radicaux, il y a en effet une question qui a été posée par les citoyens, qui est la question des médias, où eux étaient choqués justement à cette fameuse première session dont je vous parlais tout à l'heure, de découvrir finalement ce que disaient les scientifiques du monde entier en se disant mais que font les médias? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus alerté que ça? Moi, j'ai pas envie de taper gratuitement sur les journalistes. Je pense que être journaliste aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que les médias sont en pleine crise, notamment sur la question des financements. Et donc, c'est, je pense, un enjeu démocratique aussi, mais aussi écologique, de faire en sorte que les médias arrivent à surpasser cette crise-là pour qu'on puisse avoir une information de qualité et complète, j'ai envie de dire fouillée sur ces questions-là. La deuxième chose, c'est il y a un intérêt de certains acteurs de dépolitiser le sujet écologique et les sujets des technologies. Je prends un exemple, la 5G, on nous dit c'est un sujet technique, c'est un sujet qui doit être traité par les experts, les citoyens n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Pour moi, c'est complètement dépolitiser quelque chose qui est complètement politique.
C'est un choix de société de vouloir mettre la 5G, de vouloir avoir des outils ultra connectés, d'avoir à nouveau un rehaussement de la consommation énergétique demain. Et donc, ça doit être aussi discuté avec les parlementaires et les citoyens. Et donc, pour moi, il y a un enjeu là à ne pas laisser un petit discours s'installer dans lequel, finalement, la question écologique, ce serait qu'une question technologique et technique, et puis les citoyens passer le pas, il n'y a rien à voir. Non, je pense que le débat aujourd'hui, c'est justement quelle écologie on veut. Et je pense que les citoyens de la Convention ont ouvert ce débat et qu'il faut le poursuivre très largement en dehors de la Convention. Merci Mathilde. Il nous reste 7 minutes. On va en prendre encore quelques questions, mais je vais vous demander vraiment de répondre un peu plus brièvement, autant que possible, bien entendu. Florence, est-ce qu'on a une autre question qui nous est arrivée ? Oui, une question qui fait écho justement à ces derniers propos, c'est le coût de cette consommation plus vertueuse. Les citoyens qui aimeraient consommer de manière plus vertueuse estiment que ça coûte souvent plus cher. Comment le faire sans une meilleure répartition des coûts de la transition et des richesses, nous demande-t-on. Alors, à qui s'adresse la question ? À personne. Allez. À tout le monde. Dominique Méda, on reprend le cycle et peut-être que Michel Colombier pourra compléter si vous n'êtes pas trop longue. Ok, alors je vais très vite. C'est vrai que par exemple que le bio, c'est plus cher que le reste. Ça veut dire qu'il faut qu'on reconceptualise complètement tous nos circuits pour que peu à peu le bio prenne plus de place, soit plus aidé par l'État, par les finances publiques pour plus se diffuser. Et pour devenir plus accessible. De la même manière, si on veut promouvoir les circuits courts versus ces longues chaînes de valeur dont on a parlé tout à l'heure, il va falloir prendre un certain nombre de mesures, y compris, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense que c'est un sujet essentiel, la taxe carbone aux frontières et des manières de précisément d'alourdir les produits toxiques, pas bons, dont nous ne voulons pas, ou qui viennent de trop loin, ou qui ont été fabriqués selon des normes qui ne nous conviennent pas, c'est-à-dire avec du dumping social et environnemental. Michel Colombier, pour compléter la réponse de Dominique Méda. Oui, ce que je voulais dire, c'est que consommer bio, consommer vert, ça peut paraître plus cher. Je pense qu'il faut comprendre quand même que la discussion, elle est pas uniquement, elle est pas sur consommer et vivre de la même façon avec des biens différents. Elle est une remise en cause un petit peu plus fondamentale. Je vais juste donner un exemple. Vous dites, Dominique dit bio c'est plus cher. Nous on avait regardé dans des cantines municipales avec le même budget, en changeant le repas une fois par semaine, en passant un repas sans viande, ce qui par ailleurs est plutôt conseillé par les autorités sanitaires. On pouvait consommer bio avec le même budget. Bio et local avec le même budget que précédemment donc dans une commune dans laquelle c'était important de ne pas augmenter ni le coût pour la commune, ni le coût pour les consommateurs. Je crois que c'est exactement ça la démarche. Quand on insiste sur le besoin d'un travail de rénovation des bâtiments, c'est bien parce que oui, de l'énergie sans carbone, c'est un peu plus cher que de l'énergie avec du carbone, mais on a un immense potentiel d'économie d'énergie. Je ne sais pas si vous m'entendez encore parce que j'ai l'impression que je suis déconnecté. On a un immense potentiel d'économie d'énergie et c'est pour ça que l'exploitation de ce potentiel est important. C'est qu'on ne peut pas dire aux gens simplement tiens, chauffez-vous à l'électricité alors que ça coûte évidemment 6 fois plus cher et qu'on a ce potentiel. Même chose pour les transports. Même chose pour les transports, c'est-à-dire c'est en reconfigurant les besoins de mobilité, en ayant peut-être moins besoin de bouger, en liant ça avec l'organisation du travail, en liant ça avec l'organisation du temps de travail, par exemple, qu'on peut avoir besoin de moins de mobilité et la mobilité peut être un peu plus chère. Donc je pense que c'est ça qui est important. Il ne faut pas se dire on fait la même chose avec des objets plus coûteux. C'est bien une réorganisation de l'ensemble de nos modes de consommation, de vie qui peut permettre justement d'être peut-être plus équitable qu'aujourd'hui, finalement, dans la consommation et dans l'accès à la consommation. Bien, oui, effectivement, la question des usages. Donc, on peut encore prendre, malheureusement, peut-être 2, 3 questions maximum. Florence, est-ce qu'on peut peut-être grouper des questions ? On a fait déjà un exercice de regroupement par ailleurs. Oui, donc une question, quelqu'un qui souligne que toutes ces réflexions sont très intéressantes, mais pose la question de l'utopie. N'est-ce pas utopique face aux citoyens que nous sommes qui n'ont pas pris conscience de cette révolution écologique et énergétique, car il y a un manque de volonté et de moyens financiers?
Alors, je vais choisir Mathilde Dimer pour répondre à cette question, si elle veut bien. Si elle veut bien y répondre. Mathilde, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Vous avez entendu la question? Oui. Pour y répondre très simplement, moi je pense qu'en effet, il y a un enjeu, ce que je disais tout à l'heure, d'imaginaire et d'utopie. Moi, je ne pense pas que ce soit inaccessible. Je pense qu'aujourd'hui, l'utopie, elle a changé de camp. Ce qui est utopique, c'est de croire qu'on peut continuer avec le modèle actuel et que rien ne va changer. Si on continue avec le modèle actuel, il y a une partie de la planète qui sera invivable. Il va y avoir, pardon de le poser de manière aussi crue, mais un nombre de personnes qui vont avoir des pépins de santé, un nombre de morts aussi important. Et je le dis pas pour faire peur et parce que ça me fait plaisir et parce que j'ai envie d'être alarmiste, mais parce que déjà aujourd'hui, le changement climatique à l'autre bout de la planète fait de nombreux morts. On croit être protégé aujourd'hui en France et en Europe, on ne l'est pas. Il y a un dernier rapport de l'Union européenne ou d'une agence de l'Union européenne qui dit aujourd'hui la mortalité numéro 1 en Europe, elle est liée à des questions environnementales, notamment la pollution de l'air. On est à un moment où le changement climatique n'a pas encore fait ces ravages-là. Donc je crois qu'il y a à être très conscient que l'utopie, elle est plus du tout du côté des écologistes comme ça pouvait être le cas à une époque. Aujourd'hui, l'utopie, elle est dans le camp de ceux qui croient que ce modèle de croissance peut continuer sans avoir un stop. Merci Mathilde. Florence Chemille, une dernière question. Oui. Autour de l'état d'urgence climatique, donc nous avons vu la rapidité avec laquelle de nouvelles lois et décrets peuvent être appliqués lorsque la volonté est là, avec le Covid. Ne pensez-vous pas que l'état d'urgence sanitaire devrait laisser place à un état d'urgence climatique afin de pouvoir prendre des décisions fortes et rapides? Qui veut répondre? Peut-être d'abord Dominique Méda et puis Michel Colombier rapidement. Magnifique, état d'urgence climatique, formidable. Moi, je suis tout à fait d'accord. Juste attention à un point, je rejoins tout à fait Mathilde sur ce qu'elle disait précédemment. Les risques qu'on a, si on n'anticipe pas ce qui se passe, ce sont des pénuries, des guerres pour obtenir les ressources essentielles quand tout va s'effondrer. Je ne suis pas une partisane de l'effondrement, mais quand même, on doit penser à ça. Et donc, c'est des risques de dictature, des risques de prise du pouvoir, soit par des États, soit par des petits groupes. Donc, état d'urgence climatique, oui, mais démocratique. Faisons l'état d'urgence climatique de façon démocratique tant qu'il est encore temps. Michel Colombier, en 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, c'est en fait exactement ce que je dis à mes étudiants. Cette affaire-là est extrêmement urgente et il faut agir immédiatement avec radicalité parce qu'on a encore le temps de faire les choses bien dans les 20 ou 30 ans qui viennent. C'est-à-dire, c'est un état d'urgence, mais c'est pas du tout. Enfin, j'aime pas le parallèle avec l'état d'urgence là sanitaire. C'est un état d'urgence qui ne doit pas réduire les libertés. C'est un état d'urgence qui doit nous dire on se mobilise tous. On a 40 ans devant nous, on peut le faire bien. Mais justement, on doit le faire dans un débat démocratique et dans un débat qui fait que on gère l'ensemble des conséquences, des opportunités, des choses qui peuvent donner envie à une société de se transformer. Donc le parallèle avec l'état d'urgence, de ce point de vue-là, me semble un tout petit peu dangereux. Pour l'instant, on a encore un grand luxe, c'est d'avoir la possibilité de le faire dans de bonnes conditions. Et c'est important et donc c'est urgent. Merci Michel Colombier. Florence Chemille, une petite remarque avant que l'on clôture cette session. Oui, simplement une remarque qui s'adresse à tous les intervenants. Un grand merci aux 3 intervenants de tirer les débats dans le sens dans lequel ils le font et de la manière pédagogique valorisée. Je livre littéralement. Et peut-être juste une information, parce qu'on nous a posé la question. Pour ceux qui ont raté le début ou une partie à cause de la technique, la VOD sera disponible sur le site d'Energaia. D'ici quelques jours. Avant que nous nous quittions définitivement, j'aurais tout de même envie que nous voyions le résultat de la question du sondage que j'ai lancé tout à l'heure. La question était, selon vous, faut-il adopter de nouveaux indicateurs de richesse pour sortir de l'idéologie de la croissance? Et la réponse est oui. Waouh, génial, super. Les gens sont prêts. Extra.
il me reste à mon tour à vous remercier tous les trois. Tous les 5 en fait, puisque je voudrais commencer par remercier les modérateurs qui œuvrent dans l'ombre, Florence Chemille qui est apparue, mais aussi Solène Leroux de la région Occitanie qui a fait le choix des questions à ses côtés. Merci Florence et merci Solène. Et puis bien sûr vous trois, nos 3 experts, nos 3 acteurs de la transition, comme je disais au début. Je vous remercie vraiment sincèrement de vous être rendus disponibles pour cette journée ce matin et puis nous avoir permis d'envisager une autre société qui, je l'espère, arrivera aussi rapidement que possible. Je remercie également nos spectateurs qui ont été très nombreux ce matin. Et puis l'équipe d'organisation d'Energaia et puis l'équipe technique qui a rendu ce Energaia Live possible. C'est une première pour nous, mais ça s'est, ma foi, plutôt bien passé, malgré quelques petits soucis de connexion et déconnexion qui sont, ma foi, un peu compliqués en ce moment, vu le nombre de gens qui font comme nous. Voilà, donc je vous remercie tous, mais rassurez-vous, Energaia n'est pas fini. Il recommence cet après-midi à 14h30 avec les assises régionales de l'énergie, assises qui vont parler d'un autre gros sujet, la rénovation énergétique, et puis surtout, ça fait le lien avec ce qu'on a dit ce matin, à la façon de rendre cette transition énergétique accessible à tous. Donc je vous remercie à nouveau tous et je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci.